Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne. Bonjour à tous, bande de petits castagneurs. Salut Adrien. Salut Jérémy. Comment ça va Adrien ? Écoute, ça va, la grande forme aujourd'hui. On est sur Castagne FM, le podcast présenté par des gens qui n'y connaissent rien. Exactement. Tu connais quelque chose, Jérémy ? Non, on n'y connaît rien, mais on aime découvrir. On est de vrais découvreurs. Et surtout, avec des invités qui nous font peur. Exactement, toujours. C'est un petit peu une sorte de running gag chez nous. C'est qu'on part du principe qu'on ne défierait jamais les gens qu'on invite. On reçoit qui aujourd'hui, Adrien ? On reçoit Nicolas Hott. Salut Nicolas. Salut Adrien. Et Mehdi Ben Lagdar. Salut Mehdi. Salut Adrien. De manière générale, je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'apparemment, ni bonjour, ni rien. Je vous ai reçu quand même, les gars. Je vous ai présenté ma chienne, je vous ai parlé de mes enfants, Mehdi, là, depuis tout à l'heure. C'est un peu... Non, mais c'est pas grave, tranquille. Je m'efface, je vais préparer du café. Voilà, pendant que Jérémy fait du café, on vous laisse vous présenter en quelques mots d'où vous venez, ce que vous faites. Allez-y les gars, je vous en prie. Mehdi Ben Lagdar, 28 ans, athlète de MMA au MMA Factory. Professeur de boxe au MMA Factory. De boxe anglaise. Boxe anglaise. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. C'est tout et que ça. Attends, non mais quand même, raconte-nous ton parcours, ton âge. T'es marié, célibataire, on veut tout savoir. Ta couleur préférée Ma couleur préférée, j'ai pas de couleur préférée. Non, plus sérieusement, je suis passé par l'INSEP. J'ai commencé par la boxe anglaise avant de découvrir le MMA. T'as une cinquantaine de combats, tu m'avais raconté à peu près. C'est ça. Ah, c'est pas mal déjà, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe en boxe. Quand tu dis une cinquantaine de combats, c'est des combats pros, c'est des combats amateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, amateur, c'est d'accord. Des combats amateurs. Mais c'est pas comme en MMA où tu passes en pro assez rapidement en fait. Enfin, tu vas nous en parler aussi, mais en MMA, si j'ai bien compris, après un combat en amateur, tu peux passer sur une organisation un peu plus professionnelle. En boxe, c'est un peu plus long, c'est un peu plus fastidieux, j'imagine. Ça peut être plus long, comme ça peut être plus court aussi. J'ai connu des boxeurs qui ont fait une dizaine de combats amateurs et qui sont passés pro directement. Mais on en parlera tout à l'heure de tout ça. Ouais, c'est deux parcours différents en fait. C'est un choix de carrière quoi. C'est un choix de carrière, exactement. C'est-à-dire donc que toi, ton choix était, tu t'es dit, je veux pas faire de combat professionnel en boxe. Je me suis dit, je vais essayer d'aller le plus loin possible sur le parcours amateur. Et après pourquoi pas envisager une carrière professionnelle. Et j'ai découvert le MMA entre temps. Ouais, mais c'était un petit peu ça la question que j'aurais eu après. C'était en fait, est-ce qu'au bout d'un moment, tu t'entraînais en boxe pour avoir de vraies capacités en MMA ? Pas du tout. Non, c'est vraiment quand tu as découvert, tu y as été. C'est-à-dire que je ne connaissais pas ce sport. Le MMA, je le regardais après le catch sur RTL9. Et c'est tout, en fait. Le catch était mieux quand même, non ? Non, arrête. T'es sérieux là ? Écoute, on a eu Reda ici qui nous a dit qu'il était fan de Batista et que c'est un peu ça qui l'avait mené à faire du jiu-jitsu, je crois. Donc voilà. Ça mène à des carrières. Hein. Ouais, t'avais quel âge quand t'as découvert le MMA ? J'ai découvert le MMA il y a 3 ans en fait. Ah ouais, donc tard. Ah ouais, très tard. Ouais. Très très tard et c'est vraiment par pure curiosité, hein. Vraiment. Okay. Comment on peut être curieux parce que tu savais que c'est quand même un sport qui est très demandeur physiquement, qui est tu étais juste tombé dessus, tu l'as vu à la télé. Tu veux la vraie histoire ? Je veux la vraie histoire. On va en profondeur nous ici sur Castagne. J'ai acheté un jeu sur Play 4 qui s'appelle UFC. Bah voilà. Bah oui. Je regardais des vidéos de John Jones. Je me suis dit non mais on peut faire ça quelque part quand même. Attends, mais tu connaissais pas avant ? Je ne connaissais pas le MMA. C'est-à-dire que je voyais ça. Attends, comment t'as pu faire une cinquantaine de combats amateurs en boxe quand anglaise ? je dis je connaissais pas, c'est que je m'y intéressais pas. Je savais que ça existait. Voilà, mais je savais pas qu'il y avait du MMA en France, qu'on pouvait s'entraîner, combattre et tout et tout. Pour moi, c'était un sport de ouf, quoi. T'as compris immédiatement qu'il allait falloir passer au sol ? Ouais, ça. Ouais. D'ailleurs, petite dédicace à Monsieur Teddy Violet. Pourquoi ? Mon premier sparring MMA, je me suis dit bon, je fais de la boxe, ça va bien se passer. Je vais le détruire. Je vais éclater tout le monde. Et quand ça va passer au sol, tant pis. Je me relève. Ouais. Et finalement non. La boxe déjà, c'était pas la même boxe. C'est exactement. Et le sol, c'était très très dur. Donc pour toi, t'as repris un sport complètement différent. Ouais, j'ai tout recommencé. À zéro, ouais, c'est ça. À zéro. Ouais. Bon, après, t'avais le conditionnement physique, t'avais quand même l'habitude, t'avais le mental pour le combat. Le mental, oui. La condition physique, on passe de 3 minutes à envoyer que les points
à 5 minutes à envoyer les poings, les jambes, défendre la lutte, etc. etc. Donc ouais, non, finalement, la condition physique aussi, Ouais, il faut retravailler, quoi. il fallait réviser certains points. Ouais, mais bon, enfin, t'étais déjà sportif quand Ça même. va, j'étais Voilà, sportif, tu savais t'entraîner, tu savais prévoir Ouais. tout un truc, tout un parcours pour te remettre en forme, travailler le cardio. C'était pas un truc qui était étranger, quoi. Non, c'était pas étranger, mais voilà, il y a énormément de dimensions de choses qu'il a fallu retravailler, découvrir, redécouvrir. Enfin, Toi, quand même, donc qui a fait beaucoup de combats en boxe, donc anglaise en amateur. J'imagine que tu avais une prépa, ça me permet, tu vois, regarde un petit peu cette transition absolument merveilleuse Magnifique. de présenter Magnifique. notre deuxième invité. Je sais pas à combien d'épisodes on en est. Laisse tomber, mon Mais pote, on devient est pro, hein. des journalistes. Bra, bra. Des journalistes. Je vais te dire de la France 2 qui m'a appelé, il faut que tu les rappelles. Ils te veulent en première de coupe. Ils veulent te voir. J'imagine donc que tu as eu un type d'entraînement à la condition physique, excuse-moi, de préparation physique, tu en avais un très précis, et en MMA, j'imagine que ça a dû être une préparation complètement différente, où ça a été, et donc après on demandera à Nicolas Haute, justement, comment lui voit la chose, parce que tu te présenteras, mais c'est un petit peu ça, et est-ce que tu as vraiment senti la différence de préparation, je parle vraiment de la préparation physique pure entre les deux? rien à voir. Voilà, c'est ça. Le jour et la nuit. Ok, super. Nicolas, alors explique-nous un petit peu. Présente-toi, dis-nous qui tu es. Parce que tout ça a un rapport, bien sûr. Alors, Nicolas Haute, moi je suis combattant professionnel de MMA, je suis entraîneur au MMA Factory, et puis je suis préparateur physique au Krebs Île-de-France, et puis j'ai fait de la préparation physique au MMA Factory aussi. T'es combattant professionnel en MMA aussi? Ouais, je suis combattant aussi en MMA, ouais. C'est fou quand même, parce que le MMA, tout le monde dit ah c'est violent, ça abîme, et tout, regardez les deux là, comment ils sont beaux gosses, deux gravures de mode. Ah, franchement, j'aurais pas cru que t'étais combattant, c'est ouf. Ouais. Beaucoup de combats à ton actif? Non, pas beaucoup de combats. J'ai fait un parcours amateur avec justement l'IMAF, là, qui fait un espèce de championnat du monde amateur de L'IMAF. MMA. IMAF, ça s'appelle. Donc ils essayent de structurer le côté amateur du MMA. Donc ils ont fait un truc où ils réunissaient des combattants de chaque pays. Ils les réunissaient à Las Vegas pour un championnat du monde. Ah ouais, je me demande si j'avais pas Ouais. entendu parler de ça par rapport au RCF, au Racing Club de France. C'était en lien avec Bertrand Amoussou. avec Bertrand Amoussou, je me rappelle très bien ça. Exactement, Ils avaient monté une équipe de France. On avait monté une équipe de France, enfin ils avaient monté une équipe de France, ils avaient fait une sorte de sélection française des amateurs en France, et puis à la fin, donc on se réunissait plusieurs fois dans l'année, et puis à la fin de l'année ils ont choisi un titulaire par catégorie dans laquelle ils pensaient qu'on pouvait médailler, donc en l'occurrence c'est moi qui suis parti là-bas, À Vegas. à Vegas, pendant 10 jours. Vous combattiez Et puis, où? on combattait dans un hôtel. Ah, dont- quand même, le real Ouais, deal, quoi. Je me souviens même plus du nom de l'hôtel, mais l'idée c'est qu'ils font la Fight Week. Une semaine par an, ils font la Fight Week à Vegas. Donc tu as une semaine où tu as des championnats, tu as plein de championnats du monde de kickboxing, de machin, de bidule, dont les championnats du monde amateurs de MMA. C'était assez ouf. Et à la fin de la semaine, nous c'était en 2015 qu'on a fait ça, à la fin de la semaine, tu avais l'UFC, et le fight qui devait avoir lieu c'était McGregor, José Aldo. Et finalement, Rien que ça, quoi. rien que ça, et finalement le fight qui a eu lieu, parce que si vous vous souvenez bien, C'était José Nicolas Aldo, Haute, José Aldo, je me rappelle Voilà, très c'est très bien. Ouais, ouais. Et ça, et il a pull out of the fight, quoi. Le mec, Ouais, je me rappelle il a très, pas très assumé bien. le truc, quoi. Non, mais finalement, il s'est. Voilà, le mec a. Il était blessé ou je sais plus ce qui s'est passé. Et c'est du le coup, pied, je crois, si je me c'est rappelle bien. McGregor qui a affronté Mendes. Mendes, exactement. Sean Mendes. Donc c'était assez ouf, quoi. Il y a une ambiance de dingue à Vegas, une semaine là-bas. Ouais, c'était T'as charmé. assisté au combat? J'ai assisté au combat dans un bar, hein, avec toute l'équipe de France. Ah, vous avez été invité dans un bar, c'est sympa. Non, mais c'était vraiment une très 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 bonne expérience. Ouais, c'était cool. Et donc t'as combattu là-bas, Ouais, j'ai combattu là-bas. gagné. Non, j'ai pas Personne gagné. ne sait gagner. J'ai fait. Personne n'a vérifié. du Personne coup. n'a vérifié, j'ai gagné. Ouais. Ouais. Joe Rogan nous a parlé de toi. Joe Rogan nous a parlé de toi. J'ai pris la 3e place des mondes. Et puis après, j'ai fait 3 combats professionnels de MMA, dont un Obama et un au Cage Warrior. Voilà. Et tu veux continuer à te battre en tant que professionnel ou c'est pas trop dans tes objectifs? Donc, il y a une question de temps qui se pose sur Bah ouais. continuer à se battre ou pas. J'aimerais bien faire encore
1 ou 2 combats de MMA ou 3 combats, enfin je sais pas, quelques combats. Maintenant je veux bien les faire, je veux les faire dans des trucs. En fait, il faut qu'il y ait un enjeu qui me fasse kiffer, tu vois. Si tu me proposes de faire un combat au gala de Pancrace au fin fond de la Drôme, ça m'intéresse pas trop. Enfin, sans prétention, hein, mais si tu me proposes un bel événement où je me dis qu'il y a un beau fight et un bel adversaire, c'est un kiff, et là je me dis ouais, c'est un truc qui est faisable, quoi. Mais, tu dis sans prétention, faut pas. Je pense que t'es pas le seul à penser comme ça. On en discutait avec un des athlètes avec qui on travaille aussi, nous. On a très peu de représentation du MMA autre que l'UFC, en réalité. Alors que dans la boxe, tu vois, t'en as fait 50. En amateur, t'as dû faire ça dans des salles des fêtes de Gentilly, le Boutonneux ou je sais pas quoi. Gentilly, Boutonneux. Tu m'avais jamais, on a le droit d'avoir des villes. Alors, on est en France, mon pote, on a le droit d'avoir des villes. Et quelque part, c'est quelque chose de normal de faire des galas comme ça. Aujourd'hui, en MMA, déjà, bon, c'est un sport, on en parlait un petit peu avant le début du podcast, on en discutait. C'est un sport quand même qui est assez violent, où il y a quand même quelques risques. Qui demande énormément au niveau de la préparation, au niveau du mental, au niveau de l'engagement, beaucoup plus qu'un autre sport de combat quand même, faut être honnête. C'est vrai que si c'est pour se retrouver dans une salle des fêtes, alors de Gentilly, d'où tu veux, hein, mais et se retrouver avec voilà 3 pèlerins qui hurlent et tout, avec aucune finalité derrière et tout, je comprends, enfin quelque part, moi je comprends totalement ta vision. C'est pas forcément se la raconter que de voir ça comme ça. Moi j'ai pas eu forcément le même parcours que Mehdi. Parce que Mehdi, il a une grosse expérience en anglaise et du coup, il est passé ensuite au MMA. Et quand il est passé au MMA, il a fait un combat amateur version IMAF, donc comme moi pour les championnats du monde, mais c'est du bon amateur avec la cage, avec les frappes au sol, etc. Mais moi, j'ai fait quelques compètes de pancrace en France. Donc j'ai fait ces trucs-là où tu vas à Mantes-la-Jolie, te taper, enfin tu passes une journée pour faire 2 combats, ensuite tu vas dans le gymnase de Louis Lumière, t'attends une journée. Tu vois, c'est des noms comme ça un peu quand même. Tu vois, c'est assez récurrent. Le gymnase Marcel Cerdan. Voilà. T'as un premier combat, il est à 14h. T'as l'annonciateur du C'est ça. Donc je les ai fait ces trucs-là, tu vois. Donc c'est vrai qu'après, quand t'as la chance de faire des orgas qui sont assez stylés, bah t'as envie de profiter de ça un petit peu, quoi, du côté un peu pro, un peu charmé, quoi, spectacle. Oui, et puis c'est vrai que l'exemple qu'on a et auquel on a envie de participer, contrairement c'est l'UFC. C'est sûr. Et même le BAMA, c'est une belle organisation quand même. Beau. Je veux dire, c'est très pour avoir beau. vu quelques combats au BAMA, c'est beau, quoi. Je veux dire, c'est moins prestigieux, c'est moins fou que l'UFC. Mais enfin, justement, pas moins prestigieux, mais c'est moins fou que l'UFC. Mais c'est une belle organisation quand même. Ouais. Le BAMA, le Cage Warrior, c'est 2 très belles organisations, c'est sûr. Je crois que le MMA, ça a toujours été un spectacle. Tu vois, je connais pas l'historique de la boxe, peut-être que Mehdi connaît, mais la boxe, c'était un sport avant d'être un spectacle, je pense, non ? Le MMA, ça a toujours été un show. Dès que c'est arrivé, le premier UFC, c'était déjà un show, ça a toujours été un truc, son et lumière, grosse musique entre les combats, ring girl, ça a toujours été un truc... gros truc à l'américaine, il savait comment, et c'est un truc qui à la base ne t'attirerait pas si c'était pas comme ça, tu vois, des cinglés qui sont là à se massacrer dans la cage et tout ça. Est-ce que ça t'intéresserait comme ça s'il y avait pas tout le show autour, tout ce qu'ils font maintenant, est-ce qu'ils appellent la Fight Week, on en parlait tout à l'heure, tu vois, est-ce que ça t'intéresserait autant, tu vois ? C'est indissociable. Oui, alors voilà, mais parce que c'est ça qu'on t'a amené. Parce que c'est ça qu'on t'a amené. Je pense que t'as pas vu ta tête lorsque t'as dit indissociable. Parce qu'il était content de pouvoir me dire indissociable. Parce que chez nous, on prononce pas les L. Mais en tout cas, on est ravis que vous l'ayez noté. Mais c'est parce que c'est ce qu'on t'a donné dès le départ. Ouais. En anglaise, voilà, en amateur, je suis sûr que Mehdi, à aucun moment, il a été choqué quand il est arrivé dans ces salles des fêtes. Et si on continue à parler tous les deux, histoire qu'ils répondent pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Non, mais je donne mon avis, voilà, c'est important. C'est sûr qu'en boxe, je te dis, des fois, t'atterris dans des trucs, tu te dis, en fait, tu cherches le gymnase, en fait. Non, mais je te jure. Ouais, non, je vois bien. T'arrives et tu te dis. Tu te regardes avec tes potes et tout, vous regardez, vous dites on a Jérémy qui se met à poil là. Ouais, j'ai envie de vous faire. Rhabille-toi Jérémy, s'il te plaît. Non mais t'arrives dans des endroits, tu te dis oh c'est bizarre, c'est là qu'on combat les gars. Wow,
et puis tu dis non, et puis tu rentres, tu dis wow, tu vois les têtes des gens là, tu sais, t'as plein de petits vieux là, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent là et tout. Wow. Ah, il y a des petits vieux qui viennent regarder des galas de boxe. Bah ouais, bah tu sais, des fois t'arrives dans des villages et c'est l'événement du village en fait. Genre c'est le truc à pas manquer en fait. Ah ouais, ah, j'imaginais Et- pas ça du tout. Ah non, c'est chaud, hein, franchement. Des endroits, des fois, je te jure, sur le GPS, tu galères, c'est. Et tu prends pas un rond, évidemment. Mais non, tu prends rien du tout. Tu prends rien du tout. C'est-à-dire que. Ah ouais. Laisse tomber. Aujourd'hui, comment tu gagnes ta vie? Je travaille au Garage Club, donc dans une salle de sport à Vincennes. Assez chic, non? Le Garage Club. Ouais, c'est chic, ouais. Ouais, faut bien Belle décrire parce que ça s'appelle le Garage Club, donc tu vois, j'ai cru que t'étais dans un truc de réparation moto ou un truc comme ça. Ah bah, Donc, pour n'hésite l'histoire, pas à en bien fait, nous ça expliquer ce que c'est. s'appelle le Garage Club parce qu'auparavant, avant d'être une salle de sport, c'était un garage. Donc il a Ouais, de utilisé manière assez logique, ouais. Il c'est sort le des Garage Club. Donc on fait de la prépa physique, donc du crossfit plutôt, qui n'est pas de la prépa physique. Nico, enfin si. Ouais, ça peut être considéré comme une. Ah, il faut le micro. Ça peut être considéré comme une forme de préparation physique générale. Je sais pas. Voilà. Enfin bref. Non, t'as une certaine retenue quand même hein, face au crossfit. On a l'impression que tu veux pas te mettre des crossfitters à dos là. Non, pas du tout. Alors pour donner mon avis sur le CrossFit, parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on. Ouais, j'ai vraiment envie de te mettre dans le coin, tu vois ce que je veux dire? Le CrossFit, je trouve ça génial. Ce qu'ils ont fait, c'était ils ont motivé une tonne de gens à faire de l'haltérophilie, à faire de la gymnastique. Les athlètes de haut niveau en CrossFit, ils font des performances qui sont hallucinantes. Le seul reproche que je peux faire au CrossFit, mais c'est même pas au CrossFit, en fait, c'est aux préparateurs physiques. Je vois parfois des préparateurs physiques de haut niveau qui entraînent dans certains sports de combat et qui utilisent des séances de CrossFit. Alors, les athlètes sont super contents, hein, mais parce qu'ils y connaissent rien. Toi, tu es. Alors, il y a un truc quand même, tu es préparateur physique. Je suis Parce qu'au préparateur final, on a physique, parlé de ton parcours en tant que combattant, mais tu Ouais. es préparateur physique et tu bosses aussi dans la nutrition. Exactement. Voilà, moi, j'aime bien dire que je suis un spécialiste de la performance. C'est comme ça que je me considère. Donc je m'intéresse à tout ce qui permet à un athlète de performer au mieux. Ouais, puis par rapport aux meufs, c'est cool aussi de dire je suis un spécialiste de la performance, ouais, c'est sympa quand C'est même. des mots Ouais, que ouais. j'invente, tu vois. Ouais. Comme ça, comme il n'y a pas vraiment de diplôme Mais pour t'es quoi ça. exactement, Nicolas? Bah, moi, c'est la performance. Mon truc, c'est la perf. Attends, tu sais, il fait chut, il lui pose un doigt sur la bouche. Il sort la carte de visite. Nicolas, spécialiste en performance. Tiens. Voilà, comme ça, c'est la fin de Tu la me rappelles, discussion. tu me rappelles pas, c'est pas grave. Y a pas Dès de que j'ai problème. dit ça, c'est bon. Il y en aura d'autres, t'inquiète. Si toi c'est non, j'en trouverai une autre. Allez, fous-moi le camp maintenant. Donc tu performes. Tu performes. Je performe à mort. Perf. Et alors, t'es plus de la demi-heure au niveau performance, tu Non, dépasses c'est la l'heure. performance de longue durée. Donc moi, je suis Ça, dans t'es un la marathonien. Mon Dieu, donc on a des photos qu'on va mettre. On a un film aussi apparemment que Nicolas nous a amené. Non, et pour revenir sur le CrossFit et ce que tu disais, donc le CrossFit, super, PPG, donc préparation physique générale, en début de saison, on développe l'ensemble des qualités physiques, super. À partir du moment où tu te spécialises et que tu as des athlètes de haut niveau, il faut mettre en place des contenus qui correspondent à leur activité, il faut mettre en place des contenus qui sont très 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 spécifiques, c'est-à-dire que si tu fais une prépa physique à un karatéka qui est à très haut niveau, bah, il faut qu'il fasse des mouvements qui ressemblent au coup qu'il va donner en compétition, quoi, des fentes, des choses comme ça. Si tu restes dans le général et tu fais le workout of the day que tu as vu dans telle émission télé et ça sonne bien et tout, bah pourquoi en fait? Pourquoi tu fais faire un entraînement qui dure 40 minutes alors qu'ils ont un combat qui dure 3 minutes? Donc là c'est le souci, mais c'est pas un souci vis-à-vis du CrossFit, c'est un souci vis-à-vis des préparateurs physiques qui n'ont pas une réflexion poussée sur la discipline qui tente d'améliorer quoi, sur les athlètes qui tentent de faire performer de la meilleure des façons. Et plus spécifiquement au Ouais. niveau du CrossFit, Uh-huh. et là c'est une question plus technique, Ouais. au niveau de la répétition du mouvement, sur tout Uh-huh. ce qui est articulaire, musculaire, sur l'explosion comme ça par exemple, sur l'explosivité, par exemple sur les box, là ce qu'on appelle les Ouais, box, c'est ça où il faut ouais. sauter. Qu'est-ce que t'en penses toi vraiment? Parce qu'on n'a pas de recul Non, mais vraiment encore sur le résultat que ça donnera. Sachant que le CrossFit, pour connaître un petit peu, pour être assez proche par des gens que je connais de la naissance du CrossFit, c'est pas du tout comme ça que c'était vu à la base, avec autant de répétitions, et surtout il n'y avait pas cette notion de rapidité.
Alors, Et ça, c'est un peu. Alors, c'est ce qui a permis de le vendre, en fait, aujourd'hui, de lui donner un but. Parce que sinon, ça n'intéresse personne. S'il n'y a pas cette notion de performance. Tu vois, si c'est juste sur le nombre de fois que tu soulèves quelque chose, ça n'intéresse personne. Il fallait ajouter un petit twist qui est, en l'occurrence, le temps. donc tu poses la question précisément, la question des Bah ouais, sauts, ouais, non, de manière générale, quel est du le traumatisme Ouais, articulaire. exactement. En fait, Bon. parce que je voulais voir si tu y venais, en fait. Ok. Mais on est d'accord que c'est pas le top, non, articulairement, physiquement parlant. Donc sur le traumatisme articulaire, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la plupart des... Donc on peut dire que le CrossFit, c'est un sport hybride, mais ça se rapproche des sports de force. Le sport de force, ça va être le culturisme, ce qu'on appelle le bodybuilding, ça va être le strongman, c'est les mecs qui soulèvent des grosses voitures et tout. Et puis ça va être le troisième sport de force, ça va être l'haltérophilie et la force athlétique. Et le CrossFit, ça se rapproche de ça, mais avec une dimension endurance qui est un petit peu plus importante que dans ces sports-là. Il y en a qui disent un peu que le CrossFit c'est le strongman moderne, tu vois. Strongman c'était un peu pourri, c'était des mecs super gros qui se... Bon, on a fait CrossFit, c'est des mecs qui sont assez stylés, qui sont bien musclés et c'est des épreuves C'est qui ça, sont un peu... c'est un beau marketing. C'est un très très beau marketing. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces sports-là, ils ont un taux de blessure qui est beaucoup plus faible que tous les sports d'opposition. C'est-à-dire que quand tu prends un sport comme le football, qui paraît anodin, personne n'a de problème à mettre son fils ou ses enfants au foot, c'est un sport où tu cours à 20 km/h et puis un autre gars qui court à 20 km/h et il rentre dans ton tibia. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, ça. Hein. C'est super Le dangereux. nombre de gens que je connaisse qui font du sport de combat et qui au final se blessent parce qu'ils font du foot. Mais c'est C'est rigolo en les fait. sports qui sont C'est vrai. Ah ouais, mais Mehdi, c'est ce qui t'est arrivé. C'est exactement ce qui m'est arrivé il y a 3 ans. Ouais, juste avant le Factory, donc match de foot entre potes. Et voilà. Et les genoux ils y sont restés quoi. Et le ligament surtout, il est resté. Ouais. Je me suis jamais blessé à la boxe. Donc À part, 50 combats de boxe, pas de blessure. À part des petits bobos, des petits trucs à la con, des Mm-hmm. petites entorses, mais voilà, rien de. Parce que les ligaments, c'est sérieux quand même. Ouais, là j'ai pleuré. Là. Ah ouais, vraiment. Non, j'ai pas vraiment pleuré. Enfin, on va rester quand même. Tu veux pas lâcher, Mehdi. Hein. Tu vois, autant on a un performeur ici qui a aucun problème. Tu m'avais raconté que t'avais... Bon, j'avoue, j'ai bien pleuré. On a une vidéo. Et donc, ouais, donc pour finir sur le CrossFit, parce que je trouve que c'est un. Yes, donc le taux de blessure, mine de rien, il est beaucoup plus faible que ces sports-là. Maintenant, moi, ce qui me dérange vraiment donc sur les sauts, on a un recul. Hein. Les sauts, l'histoire des sauts, de la pliométrie, etc., c'est les années 60. C'est les Russes, en fait, qui ont un hiver qui est méga long. Et ils commencent à se dire, mais en fait, comment on fait pour faire progresser les mecs qui font de l'athlétisme pendant l'hiver, alors qu'on n'a pas accès aux pistes, etc. Et donc les mecs ils se disent, mais en fait juste avant de faire un saut, tu as une pression de 3-4 fois ton poids sur le pied d'appui juste avant de faire un saut en longueur par exemple. Et ils se disent, mais comment on fait pour reproduire ça? Et donc ils commencent à mettre au point ce qu'on appelle la pliométrie, choc méthode ils appelaient ça. Et donc on fait des sauts, on rebondit, etc. Ça c'est le début de la pliométrie. Ils auraient dû me demander, hein, je leur aurais expliqué le principe des hangars. Hein, tu vois ce que je veux dire, mon pote? Mets des pistes à l'intérieur, hein, c'est plus simple. Tu te fais moins chier hein, au niveau de la recherche. C'était les soviets, tu sais, ils te demandaient pas ton avis. Hein. C'était les soviets. Et ils ont mis ça en place à l'époque, ils ont tout gagné pendant 40 ans, ils ont dominé les JO, mais ils faisaient ça avec une extrême précaution. C'est-à-dire que les sauts, c'était fait avec extrême précaution. Maintenant, on voit des sauts répétés à l'infini, entre guillemets. Les mecs qui te parlent, ça aussi c'est un truc qui me dérange, les préparateurs physiques qui disent on va travailler ton explosivité sur un mouvement qui est répété 50 fois où le mec est clairement fatigué. Donc dès qu'on répète un mouvement sur trop de fois, avec un temps de repos qui est trop court, on est sur l'endurance, on n'est plus du tout sur l'explosivité. Par définition, l'explosivité c'est faire un mouvement court avec un grand temps de repos. Et ce qui est un peu dérangeant, c'est... moi je suis formateur sur les BPGEP, c'est ce que je leur dis, quand tu es expert de ton domaine, tu peux pas te permettre de dire là je vais te faire un exercice, ça fait tout travailler. Tu vas faire du soulevé de terre, le soulevé de terre c'est un exercice qui fait tout travailler. Là on fait une séance, non, on travaille à la fois ton endurance, ta puissance, non, c'est pas possible. Le soulevé de terre fait travailler tel et tel muscle. Cette séance c'est une séance d'endurance, ça c'est une séance de puissance. Dès que quelqu'un vous dit on fait tout travailler, il faut commencer à se poser des questions, il y a certainement des doutes à avoir. Voilà. Ok, on sent le professionnel quand même. Hein. Je suis... Ah là pour le coup, en termes de vocabulaire et Non, tout, il distribue pas des cartes de performeurs comme ça à n'importe qui. Tu vois ce que je veux dire? Non, il sait de quoi il parle. Là, je suis un passionné. C'est quoi ta Voilà, je suis un passionné. C'est quoi ta formation? Alors moi j'ai fait un master STAPS,
que j'ai terminé aux US. J'ai fait ma dernière année d'études aux US. Et là-bas, j'ai fait mon stage. J'ai fait 6 mois de stage là-bas. Donc on était dans des conditions de ouf. C'était Pourquoi aux US, ils ont quelque chose de plus que nous? Ouais, c'est sur la prépa physique, c'est dingue quoi. Enfin, moi par exemple, là où j'ai fait mon stage, on avait une machine à 100 000 balles qui s'appelle un DEXA. Et le DEXA, ça te permet de mesurer très précisément la masse musculaire, la densité osseuse. C'est ce qu'on utilise en France pour l'ostéoporose, donc les femmes qui ont les os qui sont un petit peu moins denses. Mais là-bas, on l'utilisait pour le corps en entier, donc j'étais capable de dire, je sais pas, sur ton bras gauche, tu as tant de muscles, tu as tant de graisse, et ta densité osseuse sur ton bras gauche, elle est de tant. Donc une précision de dingue. Des gens, docteurs en physiologie, docteurs en nutrition, etc. Avec le recul, c'était il y a presque 10 ans. Avec le recul, je me dis, limite, j'ai pas exploité leurs connaissances autant que j'aurais dû, quoi. Et ouais, donc j'ai fini mon cursus là-bas. Et puis quand je suis rentré en France, moi, je trouve que c'est un domaine dans lequel on peut jamais cesser d'apprendre. Donc j'ai continué à me former. J'ai passé diplôme d'entraîneur, donc ce qu'on appelle les BPGEPS, en lutte et en sport de contact. Et puis j'ai passé un DU, un diplôme universitaire en nutrition du sport. Voilà, en gros. D'accord, et aujourd'hui, tu bosses à la MMA Factory exclusivement ou... Non, aujourd'hui, globalement, je suis la moitié de la semaine au MMA Factory, sur laquelle je vais faire des entraînements, je vais m'occuper de la nutrition des athlètes du MMA Factory. Je fais plus de préparation physique parce que l'autre moitié de la semaine, je suis au Krebs. Donc le Krebs, c'est un centre de haut niveau avec plein de pôles différents. Et donc sur les journées où je suis là-bas, les athlètes, j'ai 2 superbes salles de musculation. Et toute la journée, les athlètes défilent en fait. Donc, je sais pas, tu les fais bosser quoi. Voilà, donc je sais pas, 10h30, 11h30, il y a le pôle volleyball qui vient. 11h30, 12h30, le pôle karaté. Ensuite, il va y avoir le pôle hockey sur gazon, etc. etc. Et tu fais un entraînement spécifique adapté à chaque sport? C'est donc là-bas, je cherche beaucoup d'athlètes. Et il y a une différence entre la théorie, ce que je dis tout le temps, il y a une différence entre la théorie et ce que tu peux faire quand tu gères 2-3 athlètes et ce que tu fais quand tu gères 100 athlètes, quoi. Donc je gère 100 athlètes, que j'ai 2 fois 1 heure par semaine, globalement c'est le temps que j'ai, des groupes de 15 personnes, c'est plutôt des jeunes qui débutent la musculation. Donc en réalité ce qu'on fait c'est de la PPG, c'est le type de structure dans laquelle la plupart du temps voilà, on fait des choses qui sont très générales, on fait de la course, on leur apprend à sauter, à retomber, on leur apprend à courir, à accélérer, à décélérer, on leur apprend à faire les mouvements de base, pousser, tirer, squatter, etc., etc. Donc je les développe de manière globale, et puis quand j'ai quelques athlètes de haut niveau, par exemple avec le karaté, on s'occupait de l'équipe de France, donc j'avais quelques athlètes, Aurore Boursois par exemple, qui est dans le top 10 mondial en karaté, sur elle je vais faire des entraînements qui vont être beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus précis. Mais pour la plupart qui sont débutants en musculation, qui sont plutôt jeunes, je vais avoir des entraînements qui sont beaucoup plus généraux. Donc en gros, tu es l'homme de l'ombre, préparateur physique des athlètes de haut niveau. Un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, en fait, t'es le mec ouais. qui leur dit quoi manger, comment se préparer, C'est ça. tout ça. C'est ça, c'est l'idée, ouais. Les gens qu'on voit pas forcément, en fait, on se rend pas compte de l'influence des préparateurs, mais en vrai, c'est incroyablement important, en fait. C'est incroyablement important, ça donne des points de repère. Et ce qui est assez dingue, en fait, c'est que parfois je discute avec des athlètes. Alors au MMA Factory, on a toute une équipe de préparateurs physiques. On a Vous êtes combien ? On est, je sais pas, il doit y avoir 4 ou 5 préparateurs physiques. C'est pas un peu un problème ça d'avoir plusieurs avis différents, plusieurs visions différentes, Alors, on va en parler avec Mehdi, hein, parce que j'imagine que vous bossez ensemble. Yes. Mais c'est pour toi, quand par exemple tu le conseilles sur un truc, t'es pas là pendant une semaine parce que t'es au Krebs. Quand tu reviens, tu le vois faire quelque chose différemment. C'est pas un peu. Je sais que moi, de la vision que j'en ai, c'est qu'un athlète en fait a son préparateur, qui l'emmène à ses combats, qui est dans son corner, qui hurle autant que l'entraîneur. Je vais laisser parler Mehdi, mais globalement, on a l'avantage d'avoir un head coach qui connaît tout ça, donc Fernand Lopez, et qui est là pour superviser et faire en sorte que ce qu'on appelle dans le sport de haut niveau, on appelle ça un cordeau. Donc le mec fait en sorte que tout se passe bien entre chaque élément. Et donc il fait en sorte que le nutritionniste soit en accord avec le préparateur physique, qu'il soit en accord avec l'entraînement global, et il doit y avoir un décisionnaire qui est au-dessus. Et l'entraîneur, le head coach, l'entraîneur principal, doit être le décisionnaire. Donc on peut avoir des légers désaccords, mais globalement... Vous en venez jamais aux mains, quoi. On a... c'est l'enfer. Globalement, on aime en venir aux mains. Séparer les préparateurs. D'accord, ok. Et donc bon, vous bossez ensemble à la MMA Factory, Mehdi. C'est ça.
Ça se passe bien. Ça se passe très très bien. Tu peux balancer, hein. On est entre j'avoue, nous. Là. Nico, des fois, il m'énerve. non, sérieusement, plus sérieusement, ça se passe très très bien au MMA Factory. Ce que je dis souvent, c'est que le MMA Factory, ça ressemble beaucoup à l'INSEP. C'est l'INSEP du MMA en C'est fait. tellement ça. C'est-à-dire que t'as un entraîneur principal, donc t'as le head coach. Combien il y a, Adri, peut-être que tu sais aussi, combien il y a d'athlètes, je parle de vrais combattants au niveau, tout compris, parce que vous avez aussi boxe thaïlandaise et tout, hein, la MMA Factory. Je pense Combien de qu'on est- vrais combattants professionnels au niveau de Mehdi, c'est-à-dire qu'il y a déjà 3 combats pro. Combien vous en avez? Bah, On a 50 ou 60. ouais, je pense une bonne soixantaine. Hein. On a, je sais pas, on doit avoir. Je pense qu'on doit avoir au moins 10 ou 15 champions du monde à la salle. Ah ouais, donc parce que je me rendais pas compte, donc t'as vraiment du travail à la MMA Factory. Attention, Ah attention. mais je me rendais pas compte. Non mais tu sais, il y a beaucoup de gens comme ça dans certains. Ah ouais, moi je suis le préparateur de telle salle, et puis que, ils passent une fois par mois, ils vérifient que les agrès sont bien posés, et puis que tu fais bien les mouvements. Mais en fait, toi, t'as du taf, c'est-à-dire que t'es obligé d'y être. Alors attention, moi je m'occupe plus de la préparation physique au MMA Factory. D'accord, C'est-à-dire qu'à l'époque où Mehdi est arrivé, bah, c'est moi qui ai travaillé un petit peu avec Mehdi quand il a commencé au MMA Factory. C'est quelque chose que je fais plus parce que je m'occupe des athlètes du Krebs et ça me prend beaucoup de temps. Par contre, je m'occupe de la nutrition de la salle. Et là, par contre, je gère tous les athlètes qui ont besoin de conseils en termes de nutrition. Je suis là pour eux. Et puis si parfois ça arrive, je sais pas, Mehdi va me dire je suis à 2 semaines de mon fight, est-ce que il peut me demander conseil sur la programmation, est-ce que tu penses que ce serait bien que je fasse ça, ou est-ce que tu penses que là c'est bien de lever le pied, je peux donner des conseils là-dessus. Ça te Mais, fait marrer, pourquoi tu rigoles, Mehdi? Il y a un truc derrière ça? Non, j'ai repensé à mon dernier combat et 2 semaines avant, je lui dis on a un truc qui juste en face de la salle qui vend des cuisses de poulet en fait. Attends, juste, tu peux parler un tout petit peu plus fort qu'on entend bien ce on a que un tu truc dis là. juste en face donc, de la salle là, vendait- qui vend des cuisses de poulet. T'as Nico qui rigole. Tu sais de quoi je parle? donc des Et je lui cuisses dis, de poulet. ouais, des cuisses de poulet. Et je lui dis j'ai faim. Est-ce que je peux prendre une cuisse de poulet là-bas? Et il me dit alors c'est simple. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à cette cuisse de poulet, t'oublies. Je lui dis ok, bah comme ça c'est clair. Et t'as obéi? Ouais, j'étais obligé. Mytho. T'as pas été manger la cuisse de poulet. Non, j'ai pas été à manger, mais on va dire que j'ai mangé quelque chose qui ressemble de très près à cette cuisse de poulet. Donc au final, j'ai désobéi. Ouais, au final, t'as gagné ce combat. Au final, j'ai gagné ce combat. Ouais. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça doit être quelque part sur Facebook, je crois que ça tourne encore, ça. Hein. Sur Facebook, sur YouTube. Premier round, TKO. Ouais. C'était il y a combien de temps, ça? 2 mois? C'était le 1er septembre, exactement. Oh là là, c'était beau. On entend Nicolas qui arrête pas de dire super. Apparemment, c'était un beau combat. Non, mais j'aimerais avoir moi ton avis, Mehdi, parce que là, comment tu t'es senti pendant ce combat-là? Je sais pas. T'as Je me oublié? suis. J'étais excité. J'étais très excité de combattre au Cage Warrior. C'est simple. La première chose que j'ai dit à Fernand Lopez lorsque j'ai intégré la MMA Factory, il me dit quels sont tes objectifs. Et juste avant que je parle, il me dit s'il te plaît, me dis pas tu vas aller à l'UFC comme tout le monde là, ça me Ça me saoule. Je dis écoute moi je suis nouveau dans le sport, juste combattre au Cage Warrior. Toi, tu voulais juste être dans le jeu vidéo. Toi, c'est tout ce qui t'intéressait. Ouais, c'est ça, tu je voulais voulais être juste dans voir ma UFC tête dans la 4, play. je sais pas quoi, c'est ça. Non, je lui ai dit moi, tu vois, juste de combattre sur une plateforme comme le Cage Warrior ou le Bama, ce serait déjà un truc de fou pour moi. Et puis voilà, 2 ans après, C'est magique. on me dit, Mehdi, non, il me dit, Mehdi, t'es à combien? Donc en termes de poids, je lui dis, je sais pas, je suis à 77. Donc en général, quand un athlète te dit, je suis à 77, t'as une taxe. Tu vois, Il est à 82, 80. Voilà. T'as la TVA, quoi. Voilà, t'as la petite T'as taxe. 20%. Voilà, t'as au moins 20%, tu vois. Je lui dis, ouais, je suis à 77 là. Il me dit, ok, bah prépare-toi parce que dans un mois tu vas au Cage Warrior. Je fais, wow, sérieux et tout, machin. Il me dit, ouais, donc prépare-toi. Chaud, un mois de préparation, non? Bah, chaud, ça dépend pour qui. Quand tu t'entraînes toute l'année, Ouais. la réalité c'est que c'est pas chaud, c'est qu'on peut t'appeler à une semaine et t'es prêt en fait. Chaud, si t'es pas au poids. Ouais, pour le cas, ouais, chaud un petit peu, mais. Parce que tu combats en moins de 70.
Je combats en moins de 110, ouais. Voilà, donc ça te fait une petite dizaine de kilos à perdre en un mois. Quoi. Ça dépend. Là, tout de suite, maintenant, là, pendant qu'on parle, ouais, ça me fait 10 kilos à perdre. Bon, à l'époque, tu fais 77 plus la TVA, on avait dit, donc c'est ça, t'avais... C'est ça. Donc, t'as pas mal de poids à perdre. Par contre... Tu pratiques le cutting? Ouais, je pratique le Ou cutting. tu Tu me dis ça préfères- comme si c'était une pratique... Alors, ouais, parce que... C'est vrai que c'est... Tu pratiques C'est le une secte, bondage. Tu... Dis-moi, tu pratiquant de cutting? Tu viens aux soirées. T'as des photos? Parce que Nico en a, lui. tu fais des soirées cutting. Alors non, mais c'est parce que j'ai écouté une interview de Georges Saint-Pierre qui disait que lui, par exemple, n'était pas comme ça. Le côté se mettre à mal pendant 2 jours de violence et de machin, c'est pas son truc. Il préfère descendre tranquillou sur un mois. Nico dément. Tu connais bien Georges Saint-Pierre? Je Tu le traites de menteur? Je connais pas du tout Georges Saint-Pierre, mais je pense que c'est un énorme escroc. Eh bien, il est là. Bonjour Georges Saint-Pierre. I'm not. Avec son vieil accent canadien. I'm Ça y est, c'est genre. I'm not impressed. I'm not What's impressed by the weight cutting. Non, Allez-y, les gars, non, c'est faites connu. tout ça en québécois là qu'on rigole un peu. Là. Non, son nutritionniste est super connu. Et non, clairement, c'est un mec qui cut. C'est un mec qui cut pas mal, quoi. C'est un mec qui combat En 77 et c'est un mec qui, en temps normal, est autour de 90 kilos, quoi. Donc, Il est monté là de KT quand même. Hein. Il est en 84 Là, il est monté de maintenant. KT. Il est Il monté a de plus le KT. même âge. Hein. Oui, c'est ça. Il a plus le même âge. Mais non, oui, clairement, c'est un mec qui cut. À haut niveau, tout le monde cut de toute façon, ça c'est même pas la question. Je te remercie de m'avoir fait passer pour un con. Hein. Non, pas Non, du mais tout. c'est pas grave, tranquille. De toute façon, je veux dire, personne ne m'aime vraiment, donc de toute façon, c'est pas très grave. Dans les Ils t'ont pays- pas dit bonjour déjà. Et puis, j'y connais rien de toute façon. Dans les pays anglo-saxons, il y a une grosse culture du cutting. Et quand on va justement dans ces organisations, Cage Warrior, Bama, etc., les mecs ils cut des 7, 8, 9 kilos. Quoi. Ils cut beaucoup de poids. Alors après, c'est pas forcément bien. Il y a un cut qui est optimal, hein. C'est-à-dire selon la personne, ça peut être, je sais pas, 6 kilos, 5 kilos, 4 kilos, selon la personne, selon sa facilité à perdre de l'eau, à suer en fait, sa capacité à... Tu connais tous tes athlètes? Alors, je sais pas si c'est toi. Alors, je sais pas si c'est toi qui l'as fait, mais j'imagine en tant que nutritionniste, c'est toi qui a, par exemple, là Alors, aidé Mehdi sur celui-là. Sur Tu mes- sais exactement comment il va réagir, comment. Sur celui-ci, c'est pas moi qui avait travaillé avec Mehdi, mais on avait travaillé ensemble sur un ou deux autres cuttings. Et c'est vraiment, au fur et à mesure du temps, tu deviens expert de ton athlète. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu vas savoir que Yuri perd du poids comme personne. C'est-à-dire que le mec il boit toute la journée et il continue à perdre du Faut poids. donner les noms de famille parce que c'est compliqué. à Yuri Bedgeneri, Ok. champion du monde de MMA amateur. Tu vas être avec. Moi, je les appelle par leur prénom parce que c'est. Tu vois. Ah non, mais je dis pas Ouais. parce que tu fais du Ouais. name dropping. Ouh, tu fais. Non, c'est juste que les gens derrière qui nous écoutent ne connaissent pas forcément. Si on parle de Christophe Picot, ça va être plus long pour suer, donc on va essayer de faire un régime, plus de régime et moins de cutting. Si on travaille avec Damien, il supporte super bien les bains, donc on peut faire des bains sans aucun souci. Vraiment au fur et à mesure du temps tu apprends à connaître ton athlète en fait et tu deviens expert de ton athlète. Tu sais, bon, lui si on est à 10% on est bien, ou lui si on est à 10% là ça commence à être chaud. 10% au-dessus du poids. 10% au-dessus du poids, ouais. Et Mehdi, toi tu me disais que toi le cutting, enfin il me semblait que tu m'avais dit que genre t'aimais bien, enfin que c'était pas un problème, c'était un truc que tu gérais tranquille. Je t'ai dit C'est- ça, moi. Ouais, on était au Burger King, tu nous racontais ça. Pierre, moi, franchement, j'en ai rien à foutre du cutting, c'est cool. Je suis Non, comme Georges Saint-Pierre, j'en ai rien à foutre du cutting. Non, moi, le cutting, je connaissais pas, en fait. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. En boxe, pour info, je combattais à 80 kilos. Donc, quand je suis arrivé au MMA Factory, que j'ai dit à Lopez, je pèse 81, 82. Il m'a dit, ah ouais, ok, cool. Et ça serait quoi ta KT? Je sais pas, 81, 82. Il m'a amené des vrais 81, 82. Je les ai regardés, j'ai fait, oh. Quel est le but? Pourquoi ne pas faire combattre des mecs qui sont en 80, 82, à 80, 82? Pourquoi les faire descendre à 70? C'est quoi le but pour un combattant MMA de descendre si bas? Bah pour remonter, enfin c'est évident. Tu combats en MMA toi? Je m'adresse à toi, d'où tu sais, je veux faire parler Mehdi là. Vas-y Mehdi, je t'en Bah, prie. Ce qui se passe, c'est qu'on a une pesée la veille. Donc,
je pense que j'ai tout intérêt la veille à être à 70 kilos et le lendemain reprendre à peu près mon poids de forme, donc le poids auquel je me sens le mieux toute l'année, qui est de 77 kilos. Donc, En fait, je pense qu'au final, parce que évidemment, Adrien, j'avais la réponse et Non, mais je réponds plus, c'est bon. mais je veux, je veux comprendre quel est l'intérêt pour un organisateur. C'est quoi? C'est pour le spectacle? C'est pour quel est l'intérêt pour un organisateur de la faire la veille pour avoir des mecs qui finalement ne sont pas au poids auquel ils ont été pesés la veille et qui vont combattre? Enfin, c'est un mensonge. Bon, en fait, Auquel tout le monde que tout le monde C'est accepte. ça. Hein. En fait, je suis voilà. pas en train de dire toi Mehdi t'es un enfoiré, t'as menti. Je me permettrai pas. mais je vois pas l'intérêt en fait au niveau du sport Yes. international. Quel est l'intérêt de faire ça? En fait, l'histoire des sports de combat, c'est essayer d'établir des règles pour dire on va faire en sorte qu'on fasse un combat le plus fair, le plus juste possible. Et il y a longtemps, en boxe anglaise, parce que les catégories de poids, il y a beaucoup de catégories de poids en boxe anglaise. Et la boxe C'est tous les anglaise, 3,5 kg quasiment. voilà, Hein. c'est un sport qui est beaucoup plus vieux que le nôtre. Boxe anglaise, ils faisaient des pesées le jour même. Mais ce qui se passait, c'est que les mecs, ils se déshydrataient quand même. Donc tu faisais une pesée le jour même, ils étaient déshydratés, ils combattaient quelques heures après. Qu'est-ce qui se passait? Gros danger sur le cerveau, grand danger. Donc il y a eu beaucoup de morts en boxe anglaise. Et donc ils ont commencé à dire, ok, on va faire des pesées la veille. Parce qu'au moins les mecs ont le temps de se réhydrater, ils ont le temps de recombattre. Maintenant, il y a des systèmes de pesée pour éviter le cutting, il y a des systèmes qui ont été mis en place. Nous, par exemple, au championnat du monde amateur, on était pesés tous les jours. Okay. Il y a certaines organisations de MMA, par exemple le ONE FC, quand tu arrives sur place, ils te pèsent, ils mesurent ton hydratation, parce que tu pourrais faire un cutting juste avant la première pesée. Ils mesurent ton hydratation. Si tu es trop déshydraté et que tu es trop dans le poids, ils te laissent pas combattre. Ah oui, ils rigolent pas. Hein. Au Bellator, maintenant, si ils testent ton hydratation aussi, si ils considèrent que tu es trop déshydraté et que le lendemain, ils te repèsent, le jour du combat, ils te repèsent, s'ils voient que tu es trop remonté, la fois d'après, pas ce combat-là, mais le combat d'après, ils ne t'autorisent pas à combattre dans la catégorie où tu as combattu la fois d'avant. Alors j'ignorais complètement ces trucs-là. Ouais, c'est des choses qui se mettent en place de Et plus en l'UFC, plus. ils ont dit, pour l'instant, L'UFC, ils voulaient mettre en place un système de 10% à 5 jours du combat. Donc, je sais pas, tu combats à 70, il faut qu'à 5 jours du combat, tu sois pas à plus de 77 kilos. Avec pareil, un système d'hydratation. Donc, ils ont mis en place ces recommandations. Maintenant, ils ont pas mis en place de pénalités ou de choses comme ça. Oui, donc ça veut dire rien, quoi. Tant qu'il n'y a pas de pénalité. Voilà, c'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut pour l'instant. Ouais. Encore. Et... C'est encore freestyle. Ouais, ok. Moi, je me suis toujours dit qu'en fait, l'intérêt d'avoir la pesée le jour d'avant, c'était juste pour le show. Pour pouvoir faire la pesée, les deux mecs l'un face à l'autre, pour pouvoir parler. T'as raison, il y a ça aussi. Hein. C'est Moi, sûr, je d'un pensais point que de vue c'était que médiatique, c'est quelque chose d'important. Ah bah ouais, la pesée, c'est un moment cool. C'est sûr. On la C'est regarde tous, la pesée, Ouais, juste non, avant c'est un sûr, combat ouais, qu'on attend. Sur un gros combat, c'est un truc que tu kiffes. Ouais. On regarde s'ils ont l'air vaillants et tout. Quand les mecs, ils tiennent pas Le debout. face-off, Voilà. Mais ce qu'ils font à l'UFC, par exemple, à l'heure actuelle, c'est qu'ils font une première pesée, la vraie pesée, tôt le matin. Donc à 9h, je sais pas, tout le monde peut venir entre 9h et 11h se peser. Et ensuite, tu as la pesée, la média weigh-in, en gros. À 17h, tu as la pesée où les mecs viennent, mais ils sont déjà rechargés. Ils ont déjà rebu, ils ont déjà remangé. Ah bon? Ah ouais, ça fait Ok. 2-3 ans que l'UFC fait ça. Je suis le seul à pas savoir, tout le monde me fait oui, oui. Bah, tu les vois sur leur pesée, ils arrivent. C'est pour aider encore plus le show en fait. Ouais. Hein. Non, c'est ça, et puis tu les vois, la plupart, ils se pèsent habillés en fait. Ouais, c'est Tu sais, vrai. Ils ouais. sont en survêt, Ils ont les chaussures, ils ont les chaussures et tout, donc Donc c'est une fausse pesée, ils arrivent, ils savent déjà le poids et... c'est ça. En fait, le poids était enregistré plus tôt le matin. D'accord, ok. Pour Vous voyez, éviter plusieurs choses, déjà, pour éviter que des pesées soient loupées en direct, c'est-à-dire Ouais, que ça, moi ça je le fais ma pesée, on voit que le mec il a 4 kilos en trop, on est en direct devant tout le monde, devant les médias, donc pour éviter ça. obligé de se mettre à poil des fois et tout. C'est Bah ça, ouais. on les voit avec la serviette et tout. Il n'y avait pas une espèce de tricherie comme ça où c'était Cormier, où le coach de Cormier il avait mis le doigt sur la balance. Non, il avait mis la main sur la serviette. Il met la main sur la serviette comme un appui en fait. Pour, Ouais, c'est un peu mytho ça, non? Un mec du poids de Cormier, C'est quelques grammes. t'appuies sur une serviette, faut quand même être sacrément Non, balèze. mais et si ça- ça enlève, tu sais, si ça enlève 100 grammes, 200 grammes. Tu sais, on a tous des techniques. On a tous des techniques un peu pourries comme ça pour. Tu arrives sur la balance, tu essaies de te mettre un petit peu au bord, tu lèves un petit peu les pieds. Tu sais. Toi, ça change 100 grammes. Mais 100 grammes, quand tu as déjà fait ton régime, tu as déjà fait ton cut,
et qu'il te reste 100 grammes, les derniers 100 grammes, les perds pas, c'est ceux-là. horrible, quoi. Tu te dis, mais 100 grammes, je vais pas retourner au bain, retranspirer, etc. Ton corps, il veut plus transpirer. Il reste 100 grammes, c'est l'horreur, quoi. Tu veux surtout pas y retourner pour 100 grammes. Comment tu... Excuse-moi. Ouais, non, mais c'est vraiment le cutting, je trouve. Bon, moi j'ai plus suivi l'UFC, tu vois ce que tu m'as raconté sur le One FC, mais le One FC c'est récent finalement. Ouais. Ils ont mis beaucoup de choses en place pour la santé des athlètes, notamment des suivis avec des médecins, une espèce de mutuelle, on va dire. Je crois, tu me corriges si c'est pas fait. Il y avait une mutuelle pour tous les gens, ils étaient suivis, tous les athlètes en contrat, etc. Mais le cutting, pour moi, c'est vraiment un truc qui est mauvais pour la santé et je suis toujours étonné que ça continue comme ça. Pour moi, c'est le dernier rempart. Ouais. C'est le dernier rempart. C'est-à-dire qu'après, bon, qu'est-ce que tu veux dire sur... Bon, il y a du sang, quoi, mais qu'est-ce que tu veux dire après ? Non, mais c'est sûr. Mais en termes de logistique, ce serait extrêmement coûteux. Ce serait extrêmement compliqué de mettre en place des règles qui permettent de tester de manière systématique tous les athlètes pour savoir si effectivement durant l'année ils sont au bon poids, qu'ils sont bien hydratés, etc. C'est vraiment Pas forcément une durant l'année, mais logistique. au moins la semaine avant. Ouais, comme au One FC, ce que tu Ouais, racontais là. non, tu peux mettre en place, c'est sûr, la semaine avant. Ils y sont, parce Voilà. qu'il y a la Fight Week. Uh-huh. On connaît l'UFC, j'imagine que ça doit être plus ou moins la même chose Obama. Je sais pas trop. Mais tu peux y être facilement 5 jours avant quand même. Bon, tu pour vois, les plus petits, là, donc quand on parle One FC, Bellator, UFC, c'est les plus grosses organisations. Pour le Cage Warrior, Bama, etc. Même le Bellator, hein, si tu combats au Bellator en Europe, t'arrives la veille, quoi. T'arrives pas 5 jours avant. Hein. C'est vrai, ça fait beaucoup de Il y a très, voilà, c'est l'UFC où t'arrives 5 jours avant. Ou voilà, en termes de coûts, déjà, c'est important pour eux, quoi, parce qu'ils doivent te payer 5 jours d'hôtel, puis ils doivent te payer la bouffe pendant 5 jours. Puis, Et les médecins pour faire les prélèvements, les analyses. etc. Parce que c'est toi et ton staff. C'est toi et ton staff. Enfin, en général, ils payent pour le sportif et l'entraîneur. Voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un per day, donc ils te donnent une enveloppe avec chaque jour, je sais pas, tu as 100 € par jour que tu dépenses comme tu veux, par exemple. Selon les organisations, le per day est plus ou moins important. Évidemment, ouais. Comment tu vis le cutting, toi, alors ? On n'a pas eu ton retour là-dessus. Bah, étant donné que c'est une chose qui est nouvelle pour moi, j'avais jamais fait de cutting de ma vie. Ouais, les premiers cuttings, ça pique. Hein. Ah ouais, t'es pas habitué, on te met dans un bain qui est bouillant, on te dit vas-y, tu vas rester dedans 15 minutes, t'inquiète, mets de la musique, ça va aller. Et en fait, non. Bah en fait non, et puis surtout, là tout de suite tu me dis rentre dans un bain chaud, je te dis vas-y, pas de problème, sauf que quand t'as fait un mois de régime et que t'es plus ou moins faible, entre guillemets, tu vois, on te dit vas-y, rentre dans un bain chaud, tu commences à voir flou. Hein. C'est pour ça que tous les athlètes sont un peu obsédés par la bouffe. C'est ça. C'est une réflexion que je me faisais. Est-ce que t'es déjà obsédé par la bouffe avant ou est-ce que c'est les régimes qui te rendent... C'est les régimes qui te rendent, qui te rendent comme ça, et puis je pense que nous les athlètes, on a tellement d'interdits entre guillemets. Faut pas fumer, faut pas boire, faut pas trop manger gras, faut pas truc. Donc du coup en fait on devient esclave de cet interdit en fait. Donc dès que t'as une petite fenêtre, bah tu te lâches comme Tu binges, comme disent les Anglais. ouais c'est ça, et c'est un peu ça, tu vois. Là il y a un tiramisu posé sur ton bureau. Depuis tout à l'heure je le regarde, tu vois. Je sais que j'ai pas, enfin c'est pas que j'ai pas le droit, je sais que c'est mauvais pour moi, mais je le regarde depuis tout à l'heure, et il me regarde lui aussi. Et on se parle. Il se passe quelque chose entre... Avoue-le. Tu pourrais... Qu'est-ce qui se passe avec ce tiramisu ? Tu es en train de dire que tu pourrais le performer quelque part. Ah mais là c'est simple. Tu veux que je le mange pour toi et tu veux me regarder le manger ou... Non mais c'est ça, et c'est ce truc de... Bah tu dois être au poids toute l'année parce que... Enfin, au poids, tu dois être proche de du poids de ta catégorie de combat toute l'année. Et voilà. Et donc tu sais que c'est pas une bonne chose. Et le fait que ce soit pas une bonne chose et que t'as pas tout le temps l'occasion de manger, de faire et de trucs, bah, dès que t'as une fenêtre, bah, tu te lâches, quoi. Donc c'est juste après le combat, généralement. Ouais, ça peut arriver avant le combat aussi. D'accord. On connaît plein de... Vous vous êtes déjà pris la tête tous les deux parce que donc vous avez bossé 2 fois ensemble en préparation pure. Si. Vous vous êtes déjà pris la tête, genre vas-y laisse-moi tranquille, laisse-moi manger ce que je veux. Si tu manges, t'égorges. Non, on a ce... Bah, y a ce côté pro quand même, parce que quand Nico me dit tu fais ça et tu feras que comme ça et pas autrement,
c'est pas pour me faire chier qu'il fait ça, c'est juste pour que mon cutting, en fait, il se passe le mieux possible, que je souffre le moins possible, entre guillemets. Je parle de souffrance parce que c'est un petit peu une épreuve. Et c'est juste pour que cette épreuve, elle passe le mieux possible, en fait. C'est une vraie question intéressante, ça. Bon, en dehors des intérêts. Merci. Non, mais c'est ma question qui allait être intéressante. Je suis pas sûr. Donc, non, mais c'est ça. Parce que bon, il y a toujours les prises de tête dans le staff avec des histoires de pognon. Bon, ça, on passe. Mais pour tout ce qui est des coachs, effectivement, des gens qui vont t'engueuler pour dire ne mange pas, fais cette prépa. Ça vous arrive de vous prendre la tête comme ça parce que tu sais que c'est pour ton bien, mais il y a des fois t'es fatigué, t'as juste envie de lui dire vas-y, laisse-moi tranquille, je veux pas. Tu lui dis pas, en fait. Mais tu le fais. Bah non. Tu sais que c'est pour ton bien, tu sais des que fois tu peux pas. t'as un combat, t'as un adversaire que t'as dû voir en vidéo. En général, quand tu regardes les vidéos de ton adversaire, c'est toujours, tu sais, tu te dis jamais ah, je vais l'éclater, tu te dis waouh, il est balèze, waouh, il est... Enfin, voilà, tu vois. Donc toute cette préparation, que ce soit sur la préparation physique, que ce soit sur l'entraînement en général, que ce soit sur la nutrition, bah, quand on te dit Mehdi, il faut que tu dormes plus, bah, tu fermes ta gueule et tu dors plus, quoi, tu vois. Parce que tu sais que c'est pour ton bien. C'est vachement intéressant ce que tu viens de dire, parce qu'il y a un truc comme ça où quand nous, l'image qu'on en a en tant que spectateur, amateur ou non de sport, de combat, alors là c'est vraiment, je pense que ça a été vraiment poussé à son paroxysme, ce fonctionnement-là avec le MMA. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, ça demande tellement physiquement et moralement que vous êtes obligé, là je me retourne un peu plus vers toi là en ce moment, mais si je sais que tu combats aussi en professionnel, mais de t'appuyer sur une vraie équipe. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en fait on se dit, on a l'impression que c'est le combattant qui est le patron en fait, qui est lui qui gère un petit peu son équipe et qui dit faites-moi faire ça, sauf que c'est pas possible, tu le disais tout à l'heure. Or en fait quelque part, c'est pas négatif quand je dis ça, mais t'es un peu, le combattant est une sorte de pantin un peu où les fils sont tirés de tous les côtés et quelque part t'es téléguidé quand t'as été tellement préparé, tu sais tellement ce que tu dois faire, tu connais tellement tes répliques, t'as tellement ce truc là, t'as été préparé mentalement, t'as été préparé physiquement, t'as été préparé au niveau de la nutrition aussi, donc au niveau des enchaînements, au niveau de tes... En vrai, il reste quoi au niveau de l'athlète? Pour l'athlète, quand il est sur le ring, il lui reste quoi? Je pense que non. Je pense que le combattant reste le maître de tout. Je pense que c'est lui qui est au cœur du process. Et là, on parlait de nutrition et vous aviez un peu la vue de l'interdit, le nutritionniste qui est interdit. C'est pas comme ça que je vois la chose. Je vois plutôt la chose de, écoute, on va arriver à ce but, on veut arriver à tel poids, on veut arriver à tel jour, à performer de telle façon grâce à ce poids-là. Comment on va faire? Qu'est-ce que t'aimes manger? Qu'est-ce que t'aimes pas manger, et on va partir de toi, on va pas partir de moi, c'est pas moi qui vais imposer, on va partir pas dans une espèce d'anorexie commandée pas où du tout. on t'interdit Pas du parce tout. qu'il y a quelque chose d'un peu proche de On va ça voir. quand même dans la nutrition, hein. Il y a un truc un peu particulier quand même, quand j'entends certains athlètes parler, c'est un peu flippant à ce point-là. En fait non, toi tu pars de ce qu'ils sont capables d'accepter, ce qu'ils sont capables de prendre, et c'est ça que tu vas pousser à son paroxysme, de C'est manière à l'idée. les aider. D'accord. L'idée que ce soit en termes d'entraînement, de préparation physique ou de pour la préparation physique c'est un petit peu différent, mais pour l'entraînement et pour la nutrition, clairement il faut partir de l'athlète. C'est-à-dire que je peux pas arriver et dire écoute Mehdi, toi tu fais de la boxe anglaise, je te dis pour le MMA la boxe anglaise c'est de la merde, c'est du JJB que tu dois faire, tu vois. Si j'arrive comme ça, déjà il y a une dissonance entre nous deux, il va se dire ce mec est chelou parce que moi j'aime bien la boxe anglaise, voilà. Et en plus, il va pas adhérer au projet. Il faut que je parte de ses points forts. Donc, Mehdi, toi, ton point fort, c'est la boxe anglaise. Bah, on va voir comment on peut faire en sorte que ta boxe anglaise, elle s'impose dans le combat. Toi, ton point fort, Mehdi, c'est que bah, tu manges une fois par jour. Tu fais de manière globale. Tu fais ce qu'on appelle. C'est ça ton point fort, mais dis vraiment une fois par jour du Burger King, on est d'accord. De manière globale, tu fais un jeûne intermittent. oui. Et ben, ce repas-là que tu manges dans la journée, on va faire en sorte de l'optimiser un petit peu pour que progressivement tu perdes du poids, mais que tu aies quand même de l'énergie tout au long de la journée. Et du plaisir. Et du plaisir. Et donc on va optimiser à partir de voilà, qu'est-ce que t'aimes bien? T'aimes bien le poulet? Ok, bah on va trouver une solution par rapport à ça. Par contre, t'aimes pas, tu vois. Et progressivement, on va, mais l'entraînement, le maître de tout ça, ça doit être l'athlète. Et c'est lui qui doit être au cœur du process. Parce que Oui, si mais il y c'est a une pas lui différence qui entre être au cœur du process et le driver. C'est deux, et le driver. C'est deux choses complètement différentes quand même. Ouais. Parce que quand il est dans la cage, c'est lui qui combat. Mais le mois avant, jusqu'au moment où on ferme la porte, quelque part, il subit toute cette préparation-là. Il l'accepte.
Je pense qu'il doit pas la Mais subir. c'est pas lui qui va venir voir son entraîneur, parce que je sais que tu es entraîneur aussi en MMA. Écoute, aujourd'hui, je crois qu'on va bosser cette rep là, on va bosser ça. Bah presque. C'est-à-dire que si je prépare Mehdi et qu'il va combattre au Cage Warrior et qu'il me dit et que mardi matin il me dit écoute Nico, ça fait un moment que j'ai pas bossé mon jab là et je sens que j'ai besoin. Est-ce que ça te dérange si on fait un peu de travail au jab aux pattes d'ours, parce que je sens qu'il est un petit peu. On va travailler ça. Et dans cet entraînement, je vais essayer de placer, ok, on travaille le jab, mais j'aimerais quand même qu'on continue à travailler les défenses de single leg, par exemple. Mais son ressenti, il est super important, parce que celui qui va performer au final, c'est qui ? C'est pas moi. Le coach, le préparateur physique, le nutritionniste, on est des guides. Mais On est là pour faciliter la Il y performance. a bien des moments où tu sens, où tu dis, le mec il travaille que debout, mais là quand même son sol, et il te dit non, je veux pas travailler le sol, il faut que tu l'amènes quelque part à bosser le sol, non ? Il y a pas un truc où quelque part t'es un peu le, je sais pas, le papa quoi, t'éduques, non ? Il y a pas un... Ouais, ou le chef d'orchestre pour être en étant dans un truc plus pro, tu vois. Après, ça va dépendre de l'opposition qui est en face. C'est-à-dire que, je parle pour moi, mon précédent adversaire, on savait que debout, c'était pas ouf. Par contre, on avait vu aussi que physiquement, il était assez imposant. Il était un peu petit, un peu plus petit que moi. Format lutteur, un peu trapu. quoi, ramasser. Format lutteur, voilà, format lutteur. Donc, j'ai tout intérêt à accepter ce que mon entraîneur, mon préparateur physique me demande de faire. Parce que c'est un physique que tu connais pas en fait, c'est ça que tu dis, c'est un format que tu connais pas. C'est ça, donc aujourd'hui on me dit Mehdi, la stratégie, la meilleure stratégie pour ce combat, ça va être de faire ça, ça et ça. Bah ok, c'est le meilleur truc à faire, c'est ce qui va me permettre de performer au mieux et de gagner, donc pourquoi dire non, ça me saoule, non, j'ai envie de travailler ça. Enfin voilà, après il y a toute cette confiance, il y a toute cette relation. C'est un peu confiance. d'humilité aussi. Hein. C'est vraiment un pacte commun entre l'entraîneur et l'entraîné. Il faut qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait cette discussion. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le game plan, sur la stratégie nutritionnelle, sur la stratégie physique, bah on peut y aller à fond, mais il faut qu'il y ait cette confiance, il faut que chacun croie en l'autre. Et c'est un peu ce que je... Alors, si tu vois, l'image du pantin était un peu dégueulasse, mais c'est comme une voiture téléguidée. Non, mais je suis d'accord, la voiture téléguidée, tu connais ses performances, tu sais à quoi elle se nourrit, tu sais comment la prépare. J'y connais pas grand-chose en modèle réduit, mais tu sais comment resserrer les courroies et les pistons du joint de culasse. Mais quelque part, c'est toi derrière qui la guide et qui l'amène aux performances dont elle est capable. En réalité, l'athlète... il a une place qui est le combattant lui-même, il a une place énorme parce que c'est lui qui tient la ceinture, c'est lui qui lève les gants et machin, c'est lui qui prend les coups aussi. C'est lui qui prend les ouais, alors tiens, ça c'est une tu vois, c'est une question qui m'intéresse vachement parce que donc tu as déjà été dans le corner de Mehdi, j'imagine. Tu prends les coups aussi, non, quand il prend les coups. On est d'autant plus stressé quand on coach que quand on combat. Mais c'est sûr. On a encore tu plus combats de pas. pression. C'est sûr. Pour moi c'est terrifiant. Moi, quand je vois quelqu'un qui combat, mais je crois que j'ai déjà raconté, je suis en stress total, quoi. On retourne, d'ailleurs, Castagnier FM devrait être aux Européos de Lisbonne en janvier. On va essayer de vous couvrir un petit peu tout ça. Alex, qui avait fait l'épisode avec nous, Campos, voilà, est chaud pour faire un truc avec nous, on verra. Mais quand c'était nos athlètes qui combattaient, enfin... Moi je suis et pourtant je suis pas leur entraîneur ni rien, mais pour moi c'est terrifiant, vraiment c'est hyper dur à vivre. Mais c'est ça, puis là il y a le truc de l'entraîneur, c'est-à-dire qu'il t'a entraîné, il sait ce qu'il veut que tu fasses, il sait ce dont tu es capable, et où est la limite de putain c'est moi qui aurais dû le faire en fait. T'as plusieurs trucs en fait, t'es derrière la cage, tu gueules. Et tu peux pas rentrer. Tu te dis mais je vois les choses, je vois ce qui est bien, je vois ce qui est mauvais, je vois ce qu'il faut faire. Mais je suis impuissant parce que c'est pas moi qui ai intérêt. Parce que Mehdi, tu as coaché aussi des gens dans le coin. C'est ça, voilà, j'ai coaché plusieurs athlètes du MMA Factory. Et du coup, en tant que coach, en tant qu'entraîneur, tu fais partie de cette préparation. Tu as un rôle en fait, tu vois. Et ce qui se passe, c'est que tu as ce truc où tu restes impuissant, c'est-à-dire que t'as tout fait pour que le combat se passe de la meilleure manière possible. Mais le jour J, ça, comme je dis, ça sort comme ça sort, tu vois. T'as beau te préparer à ne jamais aller au sol parce que le mec il est ceinture noire du jiu-jitsu et qu'il a un sol monstrueux. Le mec s'il se fait amener au sol, il se fait amener au sol, tu vois. Il y a des paramètres que tu peux pas
Tu peux peux pas maîtriser, contrôler, tu vois. ouais. Et c'est là que l'athlète rentre vraiment en compte. Et sa c'est là que capacité l'athlète, à voilà, improviser aussi. c'est sa capacité à improviser, c'est sa capacité à respecter une stratégie, à être discipliné sur sa stratégie de combat, à ne pas être trop gourmand parce que on sent que la stratégie elle marche très très bien, mais que il suffit d'un coup en plus pour qu'il y ait une... Enfin voilà, il y a... T'arrives à trouver les mots ça, justes pendant les rounds, entre deux rounds? Enfin, vous d'ailleurs, c'est une question pour les deux. Vous trouvez les mots justes, genre il faut que je lui dise ça, il faut que je l'engueule, il faut que je le rassure. Moi, chacun est comme il est. Moi, j'ai déjà entendu des trucs de fou dans les coins, des trucs qui veulent rien dire, vraiment. Hein. Oui, mais si ça marche. Bah, des fois, tu te demandes si ça marche vraiment. En fait. Oui, bah voilà. Moi, je pense que C'est-à-dire, l'athlète, attends, parce que tu dis genre, je sais pas. Moi, j'ai été. j'étais avec ta femme hier soir, tu vas Non, quand même pas. Mais des fois, tu te dis, tu te dis, est-ce que le coach, est-ce qu'il maîtrise ne serait-ce que la logique interne de son sport en fait. Des fois, t'entends des trucs, oh, remise, mais tu sais même pas ce que ça veut dire une remise en fait, tu vois. Ouais, ou il est fatigué, sort de là, il est sort de là. fatigué, tu vois. On Bon, l'entend souvent. Ça. après, il y a l'émotion qui joue, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais enfin voilà, moi j'ai déjà entendu des trucs de fou, mais moi je pense vraiment, hein, après c'est mon point de vue, je pense que l'athlète il a besoin de connaître la vérité. C'est-à-dire que t'as perdu ton premier round, ne lui vends pas du rêve. Ouais, t'es très bien, continue. Non, dis-lui la vérité. Ça, tu m'as fait un truc. Ça, on l'avait vu, enfin, je l'ai vu plein de fois pour avoir suivi beaucoup l'UFC il y a quelques années. Tu voyais bien des fois où les mecs étaient hyper mal conseillés. Je pense qu'ils choisissaient mal leur équipe. Tu vois, ils choisissaient juste des mecs qui étaient trop lèche-cul ou trop machin, qui n'arrivaient pas à leur dire. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses qui trop honnête, peuvent, de toute façon, pour mentir entre les rangs. Mais c'est vrai, c'est un sport bah ouais, qui ment faut pas pas. mentir. Tu sais, t'as un athlète là, il est en train de faire un combat. Ça dure 15 minutes. T'as 15 minutes. Il y a toutes les vérités qui vont sortir. Est-ce qu'il s'est bien préparé? Est-ce qu'il a bien dormi la veille? Est-ce que... Enfin voilà, d'accord. Ton premier round, je dis n'importe quoi, tu mènes. Bah faut lui dire, écoute, tu mènes. Par contre, voilà, fais attention à ci, fais attention à ça, ne te laisse pas machin, etc. etc. Il se fait dominer, faut lui dire la vérité. Écoute, tu perds le premier round, voilà, maintenant, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et voilà. Il faut se rendre compte que c'est très très court. C'est-à-dire que tu as 1 minute de repos, mais en réalité, tu as 45 secondes pour parler au gars. Le temps d'arriver, de Donc poser. tu rentres dans la cage, Ouais. premier truc. La minute commence dans la cage, c'est pas quand il est assis? À partir du moment où ça a sonné, la minute commence. Ah, mais c'est ultra. Donc là, tu te dépêches, tu rentres dans la cage, tu prends un siège ou pas, selon si le mec s'assoit ou pas. Et puis, premier temps, c'est 1 minute qui est pour récupérer déjà à la base. Donc, premier temps, tu le fais respirer. Il respire. Une fois qu'il a commencé à respirer, tu le fais boire. Parce qu'il faut qu'il s'hydrate. Tu le fais boire. Et puis ensuite, il te reste 20, 30 secondes pour quelques conseils. Et mais il faut qu'il soit si- juste hyper pertinent. les Sois conseils. juste. Faut pas que tu racontes ta vie parce que le mec, il va pas retenir 20 infos. Ok? Bah Donc, oui. il faut que ce soit juste. Est-ce qu'on gagne? Donc Est-ce la qu'on- partie j'étais avec ta femme, on laisse Voilà. tomber, on est d'accord. Ouais. Ouais, d'accord, mais c'est trop long. Est-ce trop qu'on long. gagne? Est-ce qu'on perd? Est-ce que t'es bien? Est-ce que t'es pas bien? Est-ce que tu dois continuer ou est-ce que tu dois changer? Globalement, c'est ça. Et ensuite, il y a un dernier mot juste avant qu'il parte. Il faut lui donner un dernier mot qui va pouvoir mettre en action tout de suite. Je sais pas, n'oublie pas, déplace-toi. Attention au bras droit. Change de niveau quand il rentre. Je sais pas ce que ça peut être. Ça peut être plein de choses différentes. C'est quelque chose de pertinent ou c'est quelque chose qui te permet juste de lui donner une sorte de Une motive, orientation. voilà, une orientation Une orientation. générale comme tu donnerais à tout boxeur, ou c'est quelque chose qui est visé pour ce combat-là, Non, c'est visé sur cette période-là? pour ce combat, Voilà, c'est pour ça. cet adversaire par rapport à ce que tu as vu pendant le premier round. Tu le sais avant de rentrer dans la cage ce que tu vas lui dire en dernier? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est. Parce qu'en je gros, on pense va que- pas se mentir, c'est ce qui va retenir. Le reste, Voilà, je pense y a- que ça doit rentrer par une oreille, sortir Il par y a l'autre. quelque chose qu'on fait beaucoup au MMA Factory, qui est une de nos stratégies d'entraînement juste avant le combat. C'est juste avant de rentrer dans le combat, on fait et on refait, je sais pas, 20 fois l'entrée de combat. C'est-à-dire que pendant tout le camp, on a travaillé sur une stratégie, on a travaillé sur les différentes possibilités, etc. Mais il y a un moment qui met beaucoup de stress et à l'entraîneur et aux combattants, c'est la première action. Et donc nous, dans les vestiaires, on va répéter la première action, on va la répéter 10, 15, 20, 30 fois. Ok, le combat commence, tu te mets là-bas, ready, fight. On rentre, voilà ce qui se passe. Pa, boum, stop. On Comme ça, refait. tu sais exactement C'est ce qui va se passer pendant exactement les ce que 20 tu premières vas faire. secondes. T'as cette impression de déjà vu en fait. T'es Ouais. pas choqué. C'est-à-dire que c'est ce qui se passe Hyper dans les intéressant. vestiaires. Génial. T'es pas choqué. T'as pas le. Tu vois, je vais me mettre d'un bout du vestiaire ou de la salle. Nico va se mettre de l'autre côté. Il va me faire le vrai. Tu vois, are you ready? Fight. J'arrive.
Je check ou pas en fonction de ton plein de mood, choses. de ce que tu veux. Voilà, ouais. tu check et c'est tout de suite, on se met tout de suite dans le bain en fait. Et on va le répéter pour que lorsque tu es dans la cage, bah, tu as cette impression de déjà vu. Et Vous t'es faites pas- du travail mental aussi. Vous faites la visualisation positive, tout ça. Vous bossez sur ça aussi. Parce Ouais. que c'est le même principe, hein, sauf que là vous le faites en physique. C'est très rigolo parce que bon, pour connaître un petit peu ce milieu, les comédiens fonctionnent aussi comme ça, c'est-à-dire que avant les premières, alors il y a toujours les répétitions avec texte pur, texte, tout le texte, voilà. Mais donc ce que vous faites tout au long, tout au long de la préparation, mais les 2 derniers jours, tu fais 20 fois par jour, 30 fois, 40 fois par jour ton entrée. Parce que le C'est vrai exactement problème, ça pareil. se situera là. Et c'est ça qui va engendrer tout le reste. Exactement. Mais je peux pas dire mieux, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que le combat a commencé, au final, tu retrouves tes sensations du combat, tu retrouves tes repères, tes distances, etc. Mais ce qui est effrayant, c'est cette zone d'incertitude quand ting, ça sonne. Pourquoi tu souris mais... Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est ce qui te plaît ou pas, C'est ça, Mehdi en fait. Ah, ça se sent, c'est rigolo, tu t'es mis à sourire. La d'un réalité, coup. c'est que bah, je pense vraiment que le combat, il peut se jouer sur ça en fait. C'est-à-dire que comment tu vas rentrer dans le combat. Est-ce que tu vas rentrer tout de suite dans le combat? C'est-à-dire que tu vas faire ton entrée, il y a le show, on t'annonce, machin, on va éteindre ta bannière, machin. Mais quand l'arbitre va te demander est-ce que tu es prêt, et à l'autre est-ce que tu es prêt, et ça commence, bah, Là, c'est vraiment. Là, la tension tout de c'est- suite. Voilà pourquoi je pourrais jamais. Bah, c'est là en fait. je pourrais C'est-à-dire que t'as des. Il raconte ça, je stresse, là, c'est pas. T'as des suées et tout. Vous êtes fous, les mecs, mais arrêtez, mettez-vous au cœur. Mais on retrouve la même chose bah, au jiu-jitsu par exemple. Bah, t'es prêt, En t'es prêt. compétition, c'est Il y a pareil. pas la même peur quand même. La C'est peur pas la du même peur, coup, mais en la fait- mitaine, ça fait mal, ça Oui, fait non, mais mal. c'est le Ce même que je veux principe. dire, c'est que c'est le même principe. Est-ce que tu vas rentrer tout de suite dans le combat Je suis d'accord. ou est-ce que tu vas appréhender en fait? Est-ce que tu vas avoir cette appréhension? Tu vas être là, tu vas te Ce poser des moment où les questions. membres sont un peu lourds, on a chaud, les membres sont lourds, on se déplace difficilement, c'est ouf, hein. exactement Et puis ça. mentalement, ouais, faut être costaud parce que. Et puis le public aussi, hein. Enfin. T'as le public et puis nous les Français, on joue souvent à l'extérieur. On joue tout le temps à l'extérieur. Tu t'es battu contre un Anglais, en plus, la dernière fois en Angleterre. C'est ça. Un Anglais en Angleterre. Ils t'ont pas hué, ils ont été cool. Bah, on m'a pas hué. Par Et contre, quand- j'ai senti l'hostilité. J'ai senti que j'étais pas chez moi en fait. Et puis quand t'as gagné, ils ont été Ah quand non, même, par contre, très justes. Pour le coup, Il n'y a pas d'animosité, il Bon, n'y a, après, pas c'était cool, y a ouais. pas de choses comme ça. Il y a rarement de choses comme ça. En tout cas, moi, j'ai pas connu encore. C'est un beau public, le public anglais, dans les sports de combat. Alors, j'en sais rien du tout. Si, dans le public. Public Dans la anglais, boxe, c'est connu, tu vois ce que je veux dire. que Ouais, ce soit- les que ce soit les boxeurs Anglais- taille et tout, ils te le disent, le public anglais, c'est un vrai public de connaisseurs, tu vois ce que je veux dire. C'est pas Ouais, les et puis même, hooligans c'est dans des les stades. gens. C'est un beau public, apparemment. C'est des gens bien, j'ai envie de dire, pas la vie de tous les jours, mais voilà, ils savent reconnaître quand t'as gagné, quand t'as perdu. Voilà, moi j'ai combattu au Pays de Galles, j'ai pris un mec de la ville. De Oui, ville c'était le natale, combat en fait. d'avant, ça. hein. Ouais, le combat juste avant, je suis rentré, bon, on m'a un peu hué, mais c'était pas méchant, c'était le normal, sport, quoi, c'est le le sport, sport. comme dans le foot. France-Brésil, le Brésil va rentrer, on va huer le Brésil, c'est normal quoi. Par contre, voilà, le Brésil il met 4-0, bah, on les applaudit à la fin, c'est normal, tu vois. Ouais. Voilà. Petite question, comment vous prenez du plaisir là-dedans? Parce que c'est marrant, quel est le truc qui fait que c'est cool? C'est le fait de dire putain j'ai survécu, j'ai gagné, et même peut-être en tant que coach, qu'est-ce qui fait qu'en tant que coach c'est super cool d'aller coacher? C'est une très bonne question, ça. Mais en tant que coach, Merci Jérémy. En Je tant que trouve, coach- vraiment. Attends, je vais la reposer, comme ça je suis sûr qu'elle est une très bonne question. Comment vous prenez du plaisir Bah allez-y, répondez à Jérémy. Allez-y. Bah, avec le performeur, on a compris, hein, ça y a pas de souci. Les gars, comment vous prenez du plaisir je vais laisser le micro au performeur, je pense qu'il est plus. Comment tu donnes du il est plaisir plus à sa place. Éloignez les enfants. Non, mais c'est vrai, pour le coup, Adrien a raison, c'est une vraie question. En tant que coach, Non, même en tant que combattant, les deux. Surtout en. Bah, ouais. je vais te dire en tant que coach ce que je ressens, c'est vraiment de la. T'es fier en fait. Tu te dis ok, on a fait un gros boulot. Mon gars il a gagné ou mon athlète a gagné. Je suis content tout simplement. Je suis fier pour lui. Je suis content pour lui. On a fait le taf, on a fait le boulot. Non, mais attends, nous Pour- dis pas. Enfin, j'arrive avec Adrien, on travaille ensemble. On a tous les jours des hauts, des bas. Il y a des jours où on est super heureux, mais on est dans quelque chose, comment on va dire, de concret. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de tangible. On peut donner des chiffres, on peut donner des nombres, on peut donner de quantités, de choses comme ça, de par notre travail. Vous, il y a quelque chose d'hyper primaire quand même dedans. Bah- On parle d'aller
soumettre, mettre KO ou gagner au point là- un autre être humain. Ne nous dis pas que ta satisfaction, elle va être la même que celle avec Adri quand on se serre la main. Ah, franchement, bravo, on a bien réussi. Ce qui Là, se passe- quelque part, il y a eu un truc, Ce qui un se passe, combat, c'est sûr, quoi. il y a un combat. Après, le plus important, c'est de gagner. On s'en fout de comment tu gagnes. Maintenant, après le Tu combat... vois ça comme un taf. Ouais, tu vois ça comme un taf. Et alors donc, Maintenant, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de t'es plaisir content. quand tu perds. il n'y a aucun plaisir quand tu perds. Ah merde. T'arrives pas à trouver. Non, tu peux dire ce que tu veux. Ah, mais t'as fait un beau combat, on peut te rassurer comme tu veux. T'as perdu en fait. D'accord. C'est-à-dire que à la fin, l'arbitre, il a levé la main de ton adversaire et c'est tout. C'est la réalité en fait. Il y a aucun plaisir. Je sais pas. T'as déjà trouvé un plaisir, même quand tu, enfin, je sais pas. Non, ce que demande Adri, c'est pas un plaisir à Maintenant, perdre. après, c'est se dire bon, on peut trouver du point positif. on peut trouver du point positif dans la défaite. T'as appliqué la stratégie comme il faut, t'as été très discipliné sur ta stratégie. Physiquement, t'as pas, voilà, y a pas eu de problème. T'es pas blessé. mais enfin, t'as voilà. perdu. Mais t'as perdu. Au final, on retient la défaite ou la victoire. Je trouve que. Tu vois. Alors moi je suis peut-être particulier. Moi j'ai jamais pris énormément de plaisir à faire des combats de MMA. C'est peut-être particulier. Alors pourquoi tu les faisais? Bah il y avait un queutru chez moi, comme comment dire, le fait de j'adore l'entraînement, je prends beaucoup de plaisir à l'entraînement. Et il y a un moment, c'est un peu le combat, c'est le passage de l'entraînement au concret. Tu vois, c'est-à-dire tu dis, bon ok, je suis bien à l'entraînement, mais concrètement, qu'est-ce que ça vaut? Tu stresses beaucoup. T'es quelqu'un qui stresse. Ouais, je stresse beaucoup avant un combat. Et j'ai pas beaucoup de plaisir dans un combat. Le combat où j'ai eu le plus de plaisir, c'est un combat qui était... C'est marrant parce que j'ai eu des combats que j'ai gagnés rapidement. Bah, tu prends pas un gros plaisir parce que en fait, t'as gagné rapidement le combat, c'est chum. Tu sais pas si le mec était vraiment fort en face, en fait. J'ai eu des combats... Moins que toi, en tout cas. À cet instant donné, moins que toi. J'ai eu un combat que j'ai perdu très rapidement. Alors là, zéro plaisir. J'ai eu des combats que j'ai gagnés à la décision. J'ai pas pris un kiff de dingue. Et finalement, le combat où j'ai eu le plus de plaisir, c'était un combat où je me fais dominer dans le début du combat. Et gros retournement de situation. Et c'est moi qui gagne. Coup de Tu vois. coude, boum. Ouais. Et ça, ce genre de combat, c'est le kiff suprême. Et entre combattants, je sais qu'on a souvent cette discussion. Quand tu te fais dominer dans un combat et que tu C'est retournes la normal, c'est le situation... syndrome de Rocky, c'est logique. Non, mais là, Suprême. c'est suprême. c'est-à-dire que Mais non, mais c'est le syndrome de c'est Rocky. le cumul de tout. C'est-à-dire que le mec a prouvé sa valeur puisqu'il était en train de te dominer. Pour toi, en tout cas. Bien sûr. Il a prouvé sa valeur. Et puis, t'as réussi à revenir, t'as réussi à trouver un Ah truc. battre un mec qui te dominait pas du tout, il y a aucun intérêt. Tu te dis, bah oui, je suis plus fort. Alors que le mec était plus fort, mais t'as réussi à C'est ça. trouver C'est ça. C'est vrai. Hein. La réponse. On a ce truc où tu te dis, j'étais en train de me faire battre. Si ça continuait comme ça, j'aurais perdu. Mais j'ai gagné. Je suis revenu. Voilà. C'est ouf. Ça, c'est chaud. Ça me rappelle, pareil, mon avant-dernier combat. Premier round, première minute, je prends crochet au menton. Oh, je m'en rappelle. Alors que t'étais boxeur, je me suis dit, qu'est-ce qui Mais arrive grave. C'est-à-dire que je prends crochet, je tombe, j'ai rien vu. Je me relève, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas ce qui est passé par ma tête, je me suis dit, c'est la dernière. Et c'est là où tu te dis, bah, je suis tombé, je me suis relevé, j'ai quand même gagné le premier round, malgré ça, j'ai gagné le deuxième, j'ai gagné le troisième. Et T'es fier de toi, en fait. t'es fier, tu te dis, je reviens de loin en fait. Et il y a pas un truc où toute la... Je sais pas, où... En imaginant que tu perdes. Allez, t'as fait une prépa pendant 3 mois. Ça fait 3 mois que tu préparais ton combat. T'avais toute ton équipe. T'as kiffé avec eux. T'as passé des bons moments. Bon, t'es allé sur place avec tes potes. Bon, t'as perdu. Mais il y a pas un truc où quand même... Toute cette phase de prépa, tous Mais ces attends, moments ça avec tes rejoint potos ce qu'on étaient disait bien. tout à l'heure, c'est un truc primaire. Tout ça, c'est effacé, le côté équipe, machin, c'est un combat. Ah, c'est-à-dire que c'est un combat. C'est le... M'engueule pas, hein. Mais non, mais parce qu'en fait, je comprends ce qu'il dit. Putain, t'as compris. Ouais, je posais juste une question, c'est bon. Vénère. là. C'est ça la Non, réalité. mais c'est un combat, c'est tellement viscéral. Sur le moment, c'était sympa, non? Ce qui te reste après, c'est peut-être balayé, mais sur le moment, c'était cool. Ah, Non, tu rentres pas c'est dans bon. la cage, tu rends Ok, compte, d'accord. t'imagines ce que tu y mets tellement. Enfin, Là, tu parles en tant que combattant. En tant que combattant, c'est dur de faire la part des choses parce que voilà, on fait pas du, comme tu dis, c'est un combat, on fait pas du foot, on fait pas du basket. Déjà, t'es tout seul.
T'as compris, Adri, c'est un combat. Et, ouais, et c'est tout bon, ça, c'est bon. Il y a du monde qui est là pour te regarder, et ce qu'on dit dans le fight, c'est que t'es toujours aussi bon que ton dernier combat. C'est-à-dire que tu peux avoir une carrière spectaculaire si t'as perdu ce combat par KO. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec McGregor Voilà, en ce moment. Là, tout le monde est en train de le descendre. Ça y est, tout c'est le même monde plus un ne vrai retient- athlète. C'est hallucinant. On ne retient que ton dernier combat. Et après, tout à l'heure, tu parlais du plaisir en tant que coach, et je rejoins Mehdi sur ce qu'il a dit. C'est ce qui est fou en tant que coach, c'est l'aventure humaine en fait. Tu t'as beau côtoyer un mec à la salle, ça fait 2 ans que tu t'entraînes avec lui. Tu passes un week-end avec lui, Avec la peur, tu la vas prep combattre, et tout. tu vas en Russie combattre. Tellement de choses en fait. Mais c'est l'ascenseur émotionnel est tellement. C'est un truc qui fait vibrer, quoi. C'est un truc que tu retrouves nulle part. Je pense que en réalité, on est des adrénaline junkies, quoi. Ce qu'on kiffe vraiment dans le combat, c'est. T'as un truc quand tu combats, quand tu rentres dans une cage de MMA, et t'as un truc que tu retrouves nulle part ailleurs, ça n'existe pas. Cette sensation, quand il ferme la cage, t'es en face d'un mec, et tu disais tout à l'heure, tu disais ce truc, tu disais j'aurais trop peur. C'est mort. En fait, c'est comme comme si le temps, il t'absorbait. C'est-à-dire qu'au début, c'est très très long. Même quand on te dit 1 mois, tu disais c'est court. Mais 1 mois, on te dit dans 1 mois, tu vas combattre. Comment tu dors? Tu vois, dans 1 mois, tu vas combattre. Comment Et puis tu après, dors ça devient 1 semaine. Et puis après, d'un seul coup, c'est la pesée. C'est demain. Boum, t'es dans la cage. Oui. Et le mec, il dit fight. Et ça y est, c'est parti déjà. Et c'est comme si ça a accéléré. Ça va de plus en plus vite. Et tu t'en rends même pas compte. Et d'un seul coup, t'es en face d'un gars dans la cage. Et c'est parti, ça y est, on y va, quoi. T'es en face d'un gars qui est exactement dans la même configuration que toi en fait. C'est-à-dire que Exactement, le mec, exactement. Il a il aussi dit- peur que mais toi en il a aussi- face. La réalité c'est ça, c'est qu'il a aussi peur. Après, tout dépend comment chacun gère sa peur, etc. Ça on s'en fiche, mais le mec il a peur. Il s'est préparé, il a eu son annonce, il est exactement comme toi. Et il s'est préparé lui aussi, il s'est entraîné, il a sans doute vu des vidéos de toi ou pas, donc il a sa stratégie, t'as ta stratégie. Et voilà, et c'est comme ça. Tu bosses là-dessus, Nico, parce que c'est intéressant ce que tu racontes sur le côté, le mec en face aussi Ouais. a la peur. Moi, quand on me disait des choses comme ça, je sais pas pour toi, Adri, mais à chaque fois je dis mais j'en ai rien à foutre, c'est moi qui compte, tu vois ce que je veux dire, que le mec en face il est peur, qu'il est machin, ça ne m'intéresse même pas en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est ma peur à moi qui compte, tu vois. Ouais, il y a un vrai combat contre soi-même là, c'est tout. Hein. Je m'en fous que le C'est mec il 100%. prenne. Tu vois, ça me fait peur aussi. C'est Tu 100%. bosses sur ça aussi, c'est-à-dire répétition tous les jours. Les gars, le mec en face, il est humain, il saigne comme tout le monde, l'espèce de discours qu'on connaît un petit peu. Ce qu'il a dit, Adri, c'est 100% du combat. 100% du combat, c'est le combat contre toi-même. C'est-à-dire que tu rentres dans la cage, tu sais exactement ce que tu dois faire. La question, c'est est-ce que tu vas être capable de faire ce que tu dois faire, ou est-ce que le cerveau primitif, le cerveau reptilien va prendre le dessus, et tu vas être là et tu vas faire ce que ton cerveau dit, en fait. C'est-à-dire, Et- barre-toi, rentre chez toi. Non, ou barre-toi, Non, moi, ou- il n'y va pas. ou, Ouais, il me dit reste chez toi. ou tu ton vois. truc c'est la Va manger boxe du et tu vas poulet. envoyer de la boxe mais sans calculer la distance, ou ton truc c'est le grappe et tu vas chercher à lutter sans tu vois ce que je veux dire, et 100% et donc moi sur mes premiers coaching cornering, en fait on appelle ça, quand t'emmènes le mec combattre, sur les premières fois où j'ai fait ça, j'étais beaucoup dans l'émotionnel. Vas-y, c'est un truc que t'as fait toute ta vie, t'aimes ça, t'adores ça, va montrer à tout le monde à quel point t'aimes ça, etc. C'était beaucoup mon discours, mon langage. Et sur mes derniers cornerings, ce que j'essaie en fait au max, c'est de normaliser la chose. C'est-à-dire que ce qu'on va faire ce soir, C'est un métier, quoi. c'est ce que tu fais tous les jours à l'entraînement. Donc ce soir, c'est comme les autres jours en fait. Et normaliser au maximum, lui dire qu'en fait, on va rien faire de différent que ce qu'on fait tous les jours à la salle. On va faire le même sparring, on va faire dans la même cage, on s'est habitué à l'environnement, on s'est habitué au temps de travail, on s'est habitué. Et juste ce qu'il va faire, c'est pareil que d'habitude, sauf qu'il le fait un soir et qu'il y a un petit peu de monde qui va regarder. Et j'essaie de normaliser au maximum la situation. Et je pense que si tu arrives à enlever le stress, bah une grande partie du combat, elle devient beaucoup plus facile du coup. C'est McGregor qui explique, enfin l'entraîneur John Kavanagh qui expliquait que c'est comme ça qu'il préparait donc Conor McGregor au combat, c'est-à-dire que jusqu'à 2-3 semaines avant le combat, il faisait venir tous les 2 jours, ils appellent ça le sparring day, tous les 2 jours, ils font venir quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais attention, ils les font venir de loin et tout, enfin, tu vois, bon après maintenant ils peuvent se permettre, hein. Ils font venir quelqu'un pour combattre contre Conor McGregor dans les conditions UFC, c'est-à-dire qu'il y a un arbitre, il y a du public, les potes qui viennent et tout ça machin, et ils combattent comme s'ils combattaient à l'UFC, c'est-à-dire qu'ils retiennent pas les coups. Magnifique. Et bon, après le problème c'est qu'il faut pouvoir avoir les moyens de faire ça, hein, parce que c'est pas tes potes, là je m'adresse à Mehdi, c'est pas tes copains qui vont t'en mettre dans la tronche autant que le mec que tu as rencontré au Cage Warrior, c'est pas possible
même si tu dis on y va, c'est pas possible. Il y a de l'affect, ça peut pas. On a Et une part ça, d'aff- je trouvais ça incroyable. Je dis putain, pouvoir faire ça, c'est merveilleux. Là, t'es prêt. C'est comme si t'allais danser ce jour-là. tu vois. C'est Ça ce dont change je parlais rien. tout à l'heure, hein, cette impression de déjà vu en fait. C'est-à-dire que tu t'es pas choqué, t'as pas le choc du public, t'as pas le choc de l'adversaire parce que bah ouais, finalement tu t'es préparé à avoir un adversaire différent, une personne, une tête que t'as jamais vue de ta vie en face de toi qui veut te démonter et puis ouais, cette impression déjà vue, je pense qu'elle est vraiment essentielle à ta préparation. Surtout qu'elle est évidente en vrai. D'une certaine façon, c'est un peu ridicule d'avoir peur. C'est vrai que tu t'es entraîné des milliers d'heures, Bah, t'as fait des centaines de combats, et le jour du combat, en fait, tu refais la même chose. Faut Ridicule. Non, pas parce ridicule, que mais- finalement on reste. Si, il a dit que t'étais ridicule. On est... Si t'as eu peur, c'est que t'as été ridicule à un moment ou à un autre. Non mais je reprenais ce que disait Nicolas, qui était très intelligent, défends-moi, et qui donc, oui, effectivement, c'est que la même chose. C'est que la même chose. Après, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on reste des êtres humains. Et à un moment donné, bah, tes émotions, ça peut prendre le dessus. Et c'est là où toute la prépa mentale, et puis même l'affect que tu as avec la personne qui va être là ce soir pour toi, elle est vraiment importante. Ça te faisait ça sur les combats de boxe amateurs perdus dans les Un campagnes? peu moins parce qu'on n'avait pas cette dimension de game plan déjà, il n'y avait pas de stratégie, c'est vas-y, t'as ta boxe, tu imposes boxes, ta ouais. boxe, tu boxes, c'est tout. Ouais. T'as pas tout ce public. En général, la boxe, on rencontre souvent, assez souvent les mêmes personnes à chaque fois parce qu'on est voilà, des moins de 80 ans en Ile-de-France, on n'est pas 30 000. Alors on va être peut-être quoi, une vingtaine, une trentaine. Peut-être qu'une défaite, c'est moins important quand même. Et puis même, voilà, une défaite, c'est moins important parce que tu te dis, bah, je suis sur un parcours amateur. C'est sûr qu'une défaite, ça fait toujours mal. Que tu sois amateur, pro, que tu joues à la play sur FIFA, ton pote, il t'a battu, bah, ça fait. Voilà. Après, à différentes échelles, mais voilà, aujourd'hui, tu fais du MMA, tu as ce qu'on appelle un Sherdog, donc c'est un peu ton passeport, c'est un peu ta carte d'identité de combattant. Bah ouais, t'as perdu contre un mec, bah, ça va être marqué, ça va être inscrit, ça te suit toute ta vie, enfin toute ta carrière en tout cas. En boxe amateur, voilà, bah, t'as des victoires, t'as des défaites, t'en as qui sont plus importantes que d'autres. C'est moins important, ouais. C'est moins important. Ah, c'est dû au fait que les gens MMA combattent moins. En MMA, tu combats moins. C'est vrai qu'en boxe amateur, t'as un calendrier en fait. Ouais. Tu sais qu'au mois de décembre, t'as telle compète. Au mois de janvier, t'as telle compète. Et ainsi de suite. Et ça va jusqu'au championnat de France, etc. etc. Et puis voilà, t'as passé le premier tour, le deuxième, le troisième. Bah, c'est pas grave, tu vas te rattraper sur la prochaine. Et c'est comme ça, c'est tout. Et puis tu combats très souvent. Tu peux combattre 2 fois par semaine. C'est-à-dire que tu vas combattre samedi, je dis n'importe quoi, quart de finale. Dimanche, t'as tes demi. La semaine prochaine, t'as ta finale. 2 semaines après, t'as encore ton truc. C'est un autre rythme. Ouais. Donc c'est un autre rythme. Donc ouais, la défaite, elle est... Elle est moins grave, il y a moins d'appréhension de la défaite. Non, t'as toujours cette appréhension de la défaite, Moins. mais un peu moins. Ouais, évidemment. Là, tu te dis... Non, mais là, il y a aussi le fait qu'en MMA, là, Mehdi, tu te dis que dans 2 ans, pourquoi ne pas en vivre Parce que tu pourrais. Si tu gères bien le truc et tout ça, tu pourrais. En boxe, T'as des athlètes qui vivent très très bien. j'ai du envie MMA. aujourd'hui en France qui vivent du MMA. Hein. Bien sûr. Tu pourrais. Maintenant, chacun a ses objectifs, bien évidemment. Et voilà. C'est quoi ton objectif? Mon objectif, dans combien de temps? Ton objectif sur 5 ans, où tu te vois où Non, mon objectif vraiment ce serait d'un jour d'être dans le top 3 français, top 3 Europe. Voilà, d'être parmi les meilleurs combattants européens. C'est pour ça que je voulais absolument apparaître sur des cartes au Cage Warrior Obama, parce que c'est là où tu retrouves les meilleurs Européens. Et voilà, c'est mon objectif à moi. Dans les meilleurs européens combattants MMA. Voilà, dans la catégorie des moins de 70 kilos, donc j'ai les lightweight. C'est pour tout le monde le MMA? Je demande un peu plus à Nicolas, parce que donc t'es prof aussi à la MMA Factory de MMA. Yes. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, je viens du jiu-jitsu brésilien, j'ai fait un peu de boxe thaïlandaise. J'ai envie de commencer, parce que je trouve ça cool, je trouve ça sympa. Mais j'ai peur. Je le dis clairement, j'ai peur, j'aime pas prendre des coups. Ça me saoule, j'ai pas forcément confiance en le mec qui est en face. C'est pour tout le monde le MMA? Je pense que la pratique du MMA de façon non compétitive, ça peut être adapté à tous les publics.
Maintenant, effectivement, si tu fais un sport de combat, et notamment un sport où il y a de la boxe anglaise, il y a de la boxe pied-point, il faut être prêt à prendre des coups, ça fait partie du jeu. C'est pas forcément maintenant des coups qui vont être puissants, c'est pas forcément des coups qui vont provoquer des dégâts, mais ça fait partie du sport, de la logique interne du sport. Mais moi par exemple, j'ai pas mal de clients particuliers avec qui on fait de la boxe, on fait de la boxe thaï, on fait du MMA, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. En cours particulier, donc En tu veux cours dire. particulier. Donc là, tu leur fais que des pattes. Enfin, tu leur tiens les boxe. pattes ou. Non, on Ah, boxe. vous sparez. Ouais, et des gens qui sont Donc il y en a qui vont contre toi, qui n'ont pas peur de. voilà, prendre des coups. Émilie qui est cardiologue, le mercredi soir quand elle passe à la salle, elle met les gants et puis on boxe tous les deux quoi. Il y a aucun souci. La maîtrise de l'intensité, c'est ça qui va faire le danger ou pas. Donc si à partir du moment où on pratique avec quelqu'un qui maîtrise son activité, le risque il est extrêmement faible. T'as combien d'élèves en débutant la MMA Factory? Je crois qu'au Est-ce qu'on peut Factory, ouais. Non, en fait c'était pour savoir ma question. Chez les amateurs, nous on appelle ça les amateurs, ce Ouais, qui ne veut pas amateurs. forcément dire débutant. Alors débutant, parce que C'est compliqué. quelqu'un demain qui nous écoute et qui a cette espèce de réticence. Nous on face a au deux MMA, cours en Est-ce fait. qu'il peut venir voir Nicolas ou Mehdi au Garage Ouais. Club ou Nicolas Hott au MMA Factory et dire voilà, moi je veux commencer la boxe, le MMA, j'ai jamais rien fait de ma vie. Ouais. Franchement, mon visage, faut faire un peu attention. Tu vois, c'est tout ça. Tu vois, est-ce que vous arrivez à garder une espèce de. Est-ce que vous arrivez à gérer un petit peu votre groupe ou quelque part il y a un moment où un entraînement, ça devient un entraînement quoi. Je veux dire, il y a un coup de genou qui part, un coup de coude, un. Non mais bon, au Factory, on divise l'entraînement de MMA en deux sections. On a les sections amateurs, on a les sections professionnelles. On est quand même un club qui a plutôt pour vocation de créer des compétiteurs et puis d'aller vers le haut niveau. Donc on a des sparring qui sont assez sérieux. Pour autant, on a des gens qui ont débuté au MMA Factory. Voilà, on a plein de gens qui débutent. Mais si, je veux dire, si vraiment, pour quelqu'un qui a une approche de j'ai vraiment peur des coups, est-ce que c'est la meilleure option de faire le cours collectif? Peut-être que quelqu'un qui a vraiment peur et qui veut commencer à la base, peut-être qu'une option de cours particulier, ce serait l'option la plus adaptée. Jérémy, on a déjà survécu au cours MMA Pro de Hobby Fight. Je pense qu'on peut tester l'amateur de la MMA Factory, surtout si c'est Nico qui fait cours. Ouais, enfin, ils étaient hyper gentils avec nous quand même. On les a défoncés. Ah ouais, alors, On les a défoncés. ouais, ils ont été hyper gentils avec nous. C'est cool. On vient nous en te disant voilà, on fait du jiu-jitsu brésilien. Tu disais tout à l'heure je pars de l'athlète et c'est comme ça que ça. Oui, mais tu vas pas pouvoir, je sais pas combien t'as de personnes, c'est pour ça ma question tout à l'heure, c'est ça, 20, 25, 30 Ouais, personnes, c'est j'en sais rien. ça. Tu peux pas adapter à chaque personne. Tiens, toi bosse avec le demise, avec le pantin au sol, parce que tu viens du sol. On va ça voir s'appelle un l'entraînement. demise, j'y peux rien, ça s'appelle comme ça. Vous appelez ça un demise, non? Ouais, quand même, c'est je suis ça. pas fou. On va Merci avoir bien. l'entraînement où le but c'est de faire progresser l'ensemble du groupe amateur, etc. Mais je vais dire, écoutez, on a deux invités aujourd'hui, c'est leur premier cours de MMA, donc attention les gars, peut-être qu'aujourd'hui on va réduire, on va faire que des frappes aux épaules, pas de frappes au visage parce que vous n'avez pas de protège-dents par exemple, puis ensuite au bout de 2-3 séances ça commence à vous plaire, vous mettez un protège-dents, on peut commencer à mettre en place des frappes au visage, mais l'intérêt, quoi qu'il arrive, l'intérêt de l'entraînement c'est pas de taper le plus fort possible le visage de son Ouais, partenaire. c'est de le toucher. Voilà, si on arrive à toucher en étant bien placé, et puis surtout si on arrive à progresser techniquement d'entraînement en entraînement, on devient meilleur. C'est ce que je leur dis souvent en fin d'entraînement. N'essayez pas de partir de l'entraînement en vous disant tiens, aujourd'hui j'ai été battu par un tel, la prochaine fois j'aimerais bien le battre. Plutôt essayer de réfléchir en termes de situation. Pourquoi j'ai pas réussi à placer mon takedown? Pourquoi j'ai pas réussi à placer mon crochet du droit? Et je vais réfléchir, je vais penser à une solution, je vais tester cette solution. Pour l'anecdote, voilà, ce qui est assez marrant, on a fait pas mal de sparring, Mehdi et moi, et de semaine en semaine, nos sparring évoluaient. C'est-à-dire qu'on restait pas figé, genre Nico, toi t'es le grappleur, Mehdi, toi t'es le boxeur, et on va continuer à faire un échange grappleur-boxeur. De semaine en semaine, on évoluait. Donc, il faisait un geste, j'essayais un autre geste pour l'amener au sol, puis il comprenait ce geste, donc j'essayais un autre geste, et lui, etc. Et c'est comme ça qu'on progresse au final. C'est de semaine en semaine de créer des variations pour s'améliorer, trouver des solutions. On va passer. Ce serait cool de faire un cours pour de vrai. Hein. C'est vrai, ouais, carrément. Et puis avec cette vision-là et ça, je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai, ça enlève un peu le côté obscur du MMA, parce qu'en plus avec l'interdiction qu'on a en France d'en faire des compétitions, des choses comme ça, on a cette impression comme ça un petit peu de
de loin d'un truc ultra violent et que donc il y a peu de structure au niveau des entraînements, mais dit comme ça, bah c'est un sport, quoi. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est très intéressant. C'est Merci. le terme que tu as utilisé, ultra violent. Mais c'est ça, On parce parle qu'on a, du MMA mais comme d'un c'est sport interdit, donc ultra forcément c'est violent, l'impression il est qu'on en a. interdit. Et la réalité, c'est que le MMA, c'est pas plus violent que le Muay Thai, par exemple. Ah non, franchement pas, non. C'est pas plus violent que Bah, la c'est boxe peut-être anglaise. c'est peut-être même au final un petit peu moins violent parce qu'on va dire qu'en Muay Thai 100% des coups visent des coups d'ailleurs parce qu'il n'y a que les coups visent les jambes, la tête et le torse, C'est ça. alors qu'en MMA c'est forcément il y a beaucoup moins de Je pense qu'il y a cette dimension. Enfin, il y a ce truc de. Le MMA, c'est impressionnant. C'est dans une cage, il y a des petits gants, les mecs ils peuvent se mettre des frappes par terre. Non, mais c'est on pense à tout impressionnant. ça. Puis il y a du Bien sang sûr. en fait, c'est le sang. Ouais, je pense, c'est le le sang, pire. fait que ça C'est les s'ouvre coupures, rapidement, bien les sûr. coupures, c'est impressionnant. Après, des coupures, t'en retrouves dans tous les sports de contact. Hein. Ouais, enfin avec les gros gants c'est pas la même chose, les petits gants ça ouvre rapidement. Et puis quand ça se répand T'as déjà sur le touché, visage des mecs. t'as déjà touché tu sais, des gants de Serre pas le boxe point comme anglaise. ça tu me fais peur. Ça me fait peur. Non, mais des gants de Tu fais boxe nerveux, anglaise là, je sais pas. avant un combat. C'est-à-dire que t'as un mec qui va faire un combat de boxe anglaise ou de kickboxing, je dis n'importe quoi, en pro. Est-ce que t'as déjà touché ces gants? Non, C'est rarement je me dur suis retrouvé en face d'un Comme pro. une pierre. Ah ouais, C'est-à-dire vraiment. Ah ouais. C'est-à-dire que les mitaines à côté, c'est plus petit, c'est sûr que ça ouvre, t'as les doigts, machin et tout. Mais. Non, c'est pas. Ah ouais. Ah ouais, je te le dis. Vraiment. Ouais, il a une certaine expérience, je pense Oui, qu'on peut non, le c'est sûr, croire. non, mais parce que j'ai quand même fait de la boxe Aujourd'hui, thaïlandaise et ça aurait- le MMA, voilà, c'est impressionnant. Les mecs, ils se tapent par terre. Mais voilà, aujourd'hui, moi, clairement, je préfère me prendre une frappe au sol qu'un direct du bras avant. Ouais. Non, C'est je sais évident. pas. C'est à pleine puissance. En termes de puissance, en termes de. Enfin. Un combat de. Tu parlais de la boxe thaï, un combat de boxe thaï de haut niveau, un combat de boxe anglaise de haut niveau ou un combat de lutte de haut niveau, c'est des sports qui sont extrêmement effrayants, extrêmement dangereux. C'est-à-dire que combat de boxe thaï, c'est très très dur de sortir d'un combat de boxe thaï en étant en parfait état, quoi. C'est super violent comme sport. C'est l'athlète Gaëtan Dambo, qu'on connaît bien, qui a été invité à ce même micro, qui nous disait que lui, il lui fallait une semaine pour se remettre d'un combat. Et vous l'avez entendu au micro, si vous vous rappelez, c'est pas un rigolo, hein. Enfin, Ouais. il est marrant comme type. Et puis là, le 4 novembre, il va combattre contre Boakao. Donc c'est-à-dire que là, je pense qu'il va lui falloir un petit peu plus d'une semaine. Non, mais je c'est pense, hein. sûr. Il va le défoncer, on est avec Alors lui. ça c'est autre chose, mais mon pote, même s'il le bat, et je suis sûr qu'il va le battre, même s'il le bat, en face il va pas se laisser faire, se mettre dans le coin, et là il va lui falloir un peu plus d'une semaine. Un combat de boxe thaï c'est complètement fou, c'est Bah, complètement fou. Dans un combat, tu y laisses des plumes. Hein, tu prends des coups, t'en donnes, il y a cet échange. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas y laisser des plumes. Maintenant, à toi de voir si tu vas y laisser des plumes. Tout ton plumage tout ou ton uniquement plumage, ton ou- ramage. On aime beaucoup citer La Fontaine dans ce podcast. Non, mais. Et quand vous vous entraînez, vous utilisez les mitaines ou par exemple sparring ou gants? Il peut nous arriver d'utiliser les mitaines. On a en ce moment, par exemple, on boxe beaucoup avec les mitaines pour justement s'habituer. Parce que boxer avec les mitaines et boxer avec les gants de boxe, c'est deux choses qui sont totalement différentes. C'est deux dimensions différentes. C'est Michael Lebou qui disait ça quand on est arrivé. On disait ah bon, mais vous êtes sûr on met les mitaines? Il fait bah vous faites du MMA, pas de la boxe. Hein. C'est ça, donc Et on le s'est jour- dit ah ouais. quand tu rentres dans la cage et que tu rentres pas avec des gants de boxe anglaise, tu rentres avec des mitaines, donc tu as cette notion de distance qui est différente, de blocage, tu bloques pas les coups de la même manière. Enfin voilà, donc en ce moment on boxe beaucoup par exemple avec les mitaines. Maintenant c'est des mitaines qui sont rembourrées, qui sont adaptées au sparring entre guillemets. Donc voilà. Pour les amateurs, j'aime bien les faire travailler avec des gros gants. J'aime bien faire travailler les pros avec des mitaines. J'aime bien faire travailler les amateurs avec des gros gants. Parce que souvent, il y a un contrôle qui est moins important chez les amateurs. Et donc, on est plus précautionneux en leur mettant des gros gants et on risque moins de choses. Sur les pros, il n'y a aucun souci, quoi. Tu fais un entraînement pro, tout le monde met des mitaines. Il n'y a pas plus de blessures, il n'y a pas plus de coupures que si tu mets les gros gants. Et ben c'est sur ces belles paroles qu'on va conclure rapidement. Si on veut vous retrouver, on a bien compris que vous étiez tous les jours à la MMA Factory Paris 12e. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, j'imagine, Instagram, Facebook, tout ça, on vous retrouve? Yes,
Nicolas Haute sur Facebook. Nicolas Haute, franchement, alors je fais rarement de la pub, pardon, pour les Facebook des gens, mais Nicolas, franchement, je suis avec attention ce que tu postes. Non, mais c'est vrai, en tant que mec renseigné qui s'intéresse à tout ce qui est nutrition, compléments alimentaires, enfin, regardez ce qu'il poste, c'est très intéressant, voilà. Et puis c'est un performeur, quoi. Donc, on sait à quoi on. Surtout, avant tout. Mesdames, vous savez, hein. Mesdames et messieurs, pourquoi C'est vrai. Mesdames et messieurs, voilà, vous savez comment contacter. est un performeur. Nicolas Haute avec 2 T, voilà. Donc Nicolas Haute, OTT sur Facebook. C'est vrai que j'essaie de poster pas mal de petits posts, des infos, des petites astuces sur l'entraînement, sur la nutrition, etc. Et puis sur Instagram, smartfight.fr. Et ben voilà. Mehdi, un petit dernier mot ? Juste quand même, ce serait cool qu'on arrive à se retrouver parce que c'était, je vous le dis, j'ai trouvé ça très sympa. Vous étiez, ouais, c'est vrai, je dis pas parce que vous êtes là, je dirais pareil quand vous serez. Pas sûr, mais. Non, mais c'était quoi, et ce serait cool qu'on arrive à se voir parce que j'aurais voulu quand même qu'on essaie de rentrer un peu plus dans le côté nutrition parce que c'est un vrai sujet, la nutrition, qu'on survole à chaque fois, et ce serait cool qu'on arrive à se redonner rendez-vous pour pouvoir en parler et que tu nous expliques comment t'as bossé avec Mehdi, tout ça, parce que c'est un vrai sujet. La nutrition, il y a un côté comme ça où beaucoup de gens y touchent comme ça peut même être un peu dangereux au final, la façon dont tu le fais, tu vois, parce que ça touche à l'hydratation, ça touche à beaucoup de choses et ça peut être assez dangereux et je pense que c'est un truc, il faudra qu'on prenne le temps de le faire. Faudra vraiment le faire, surtout que je suis sûr que tu arriveras à nous faire ça d'un point de vue pas trop technique, voilà, un peu nous vulgariser un peu tout ça, donc ouais, avec plaisir, si tu veux revenir. Avec très grand plaisir pour une discussion mouvementée sur la nutrition. Ah ouais, mais c'est sûr, tu vois, ça m'étonne pas parce que tu as dû en entendre des vertes et des bien mûres pour faire très très court, mais ce qui est compliqué toujours avec la nutrition, c'est que ça implique ça implique une vision personnelle. C'est-à-dire que je suis ce que je mange. Là où sur l'entraînement, bon, ça va, personne n'est défini par un développé couché ou un squat, mais sur la nutrition, c'est moi je mange ça, donc je suis mieux que toi qui manges ça. Et donc à partir du moment où on rentre mais ça rejoint là-dedans, ce que je disais tout à l'heure sur la boulimie, c'est exactement la même chose. C'est la même. On n'a pas arrêté de rigoler sur le Burger King, comme ça. On se juge très rapidement sur la nourriture. C'est vrai. Les gens sont très virulents, très dogmatiques sur la nutrition. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une approche beaucoup plus déjà scientifique, parce que c'est ce qui nous intéresse, de savoir ce qui marche pour la plupart des gens, et de comprendre que en réalité, il y a plein de systèmes nutritionnels qui fonctionnent avec des gens qui sont en très bonne santé, avec plein de systèmes nutritionnels qui sont différents. Il n'y a pas à être dogmatique, mais c'est une autre discussion qu'on aura. Exactement, on a vraiment envie. Mehdi, merci beaucoup aussi d'avoir été honnête avec nous sur les peurs et tout ça. C'est vrai, hein, c'est pas tout le monde, hein, quand tu discutes, on commence à avoir rencontré beaucoup de monde maintenant, et quand tu leur dis mais t'as peur et machin, tout le monde, non, pas du tout. Et là tu me dis bah oui, évidemment que j'ai peur, enfin c'est évident, et j'ai trouvé ça cool. Voilà, merci beaucoup, je trouvais ça vraiment chouette. Merci à vous les gars. C'était sympa comme discussion, mais Mike Tyson avait peur avant ses combats. Yes. Mais c'est sûr. Il raconte lors de dans un film documentaire qui pleurait avant chaque entrée sur le ring. Hein, mais ça m'étonne pas du tout. Il frappait sur les casiers, sur les murs et tout. Il pétait. Et depuis le début, dans ma tête, je fais beaucoup tout ce que vous dites, je fais énormément le parallèle avec le métier de comédien, parce que c'est un peu ça. Hein, sauf que quelque part, t'as pas d'adversaire qui a aussi peur que toi en face. T'es le seul à avoir peur. Eh ouais, parce que le public en face, il a pas peur. Il y a que toi qui a peur. Il va pas prendre de coups. Il a payé sa place. Alors que exactement, il veut. Il attend comme ça. Sauf que là, le comédien, il est vraiment seul. Et c'était comment il s'appelle, Louis Jouvet, je crois, qui demandait qui était un grand comédien français. Louis Jouvet, bien sûr. Voilà, qui demandait un petit jeune du conservatoire. Il lui disait, tu as peur alors, j'imagine, avant de monter sur scène, il disait non, moi j'ai jamais le trac. Et là, il lui a dit, t'inquiète pas, ça viendra avec le talent. Et c'est exactement ça, c'est la même chose. Tu m'aurais dit j'ai pas peur, je fais attends quelques années quand tu vas combattre des vrais gars, tu vois, qui vont vraiment rentrer pour te marbrer. Là tu vas avoir peur. Quand tes combats vaudront la peine d'être regardés, t'auras peur. Sinon avant évidemment que t'as pas peur, c'est que c'est des combats de merde quoi. Et c'est vachement bien, je suis hyper content. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup à tous nos petits castagneurs de nous avoir écoutés. Merci à vous pour les messages qu'on reçoit toujours, c'est hyper cool. Et si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas, on écoute et on lit tous vos messages avec plaisir. Ouais, c'est vrai, n'hésitez pas, on s'inspire de ça parce que on connaît pas forcément des meilleurs. On connaît pas forcément tout le monde. Là en l'occurrence Nicolas Haute et Mehdi, personne nous avait demandé, mais
Je rigole, bien sûr. Tout le monde voulait vous. Et hop, on leur retire le micro maintenant. Hey, connard. Allez, merci. Salut Merci, les gars, les amusez-vous gars. bien. Ciao, ciao.